sommes très heureux de vous accueillir et surtout d'accueillir aujourd'hui un écrivain qu'on aime beaucoup ici à la bibliothèque, que certains d'entre vous connaissent. Il s'agit de René Frény. Certains d'entre vous le connaissent parce qu'il a animé des ateliers d'écriture, on y reviendra, et parce qu'effectivement il a beaucoup de livres publiés aujourd'hui chez Gallimard et que nous avons dans notre fonds. Nous l'avions d'ailleurs reçu précédemment pour un de ses livres. Alors, je vais essayer de te présenter un petit peu parce que beaucoup de gens parmi vous le connaissent. Alors nous sommes doublement honorés parce que je viens d'apprendre, c'est pour ça que j'ai gardé le journal, c'est pas pour lire le journal sur mes genoux, c'est parce qu'aujourd'hui même, alors je vais essayer de m'en sortir avec, voilà, donc j'apprends aujourd'hui même dans le journal que le dernier livre de René Frény, le livre pour lequel il est là aujourd'hui, La fiancée des corbeaux, donc celui-ci, publié chez Gallimard, a obtenu un prix. Alors je savais qu'il avait obtenu déjà un prix puisque j'avais le bandeau, le prix des lecteurs du festival de Mouans-Sartroux, ici, et tu viens d'obtenir le prix Jean Carrière, un prix important, important par la dotation que tu vas recevoir, et tout à fait, et par l'importance de ce, puisque tu me faisais remarquer que Jean Carrière avait obtenu le prix Goncourt. C'est le prix Goncourt qui s'est le plus vendu au XXe siècle. C'est un prix Goncourt qui a fait... il est bon mon micro, non? Oui, il est assez fort. Ouais. C'est le prix Goncourt qui a atteint 2 millions d'exemplaires, ce que les grands prix Goncourt n'avaient pas atteint. Donc j'ai passé la journée avec son épouse, sa dernière épouse, parce que c'est un homme qui a vécu, hein, et nous étions à Nîmes hier, où ils m'ont remis le prix, c'est le Conseil Général du Gard et les amis de Jean Carrière qui m'ont remis, donc je t'interromps, excuse-moi, après tu reprends, et ça a été le grand Goncourt du XXe siècle. Aucun n'a atteint ce chiffre, qui est un roman très gionien, c'était un ami de Jean Giono. C'est pas bon mon micro? Où il est le thème? Gérard? Le mien est un peu faible. Tant mieux, on n'entendra que moi. C'est un peu vrai. Je fais venir un auteur et puis après. Il a fait exprès. Je discute pendant 2 heures. C'est mieux comme ça? Voilà. Donc si vous n'avez pas lu L'Épervier de Maheu, qui est une œuvre, sans doute son meilleur roman, mais une œuvre magnifique, très forte. Moi-même, à 29 ans, j'étais infirmier en psychiatrie, et quand j'ai lu ce livre, j'ai eu envie de découvrir cette montagne, les Gouales. J'ai tout quitté, j'ai rempli un sac de fringues, et pendant 3 mois, j'ai erré dans la corniche des Cévennes, Millau, les gorges du Tarn. Je cherchais une petite ferme en ruine, pas chère à acheter, parce que ce personnage d'Abel Reya, le héros du livre, mais qui est un anti-héros, il creuse la montagne pour trouver de l'eau. Et à une époque où nous commencions, nous les jeunes, à critiquer la société de consommation, on en avait déjà jusque-là, bon ça a empiré, vous voyez où on en est aujourd'hui, hein. Mais enfin c'était déjà pas mal à l'époque, on critiquait cette société où on était des lombrics, produire, consommer, on pensait que la vie c'était autre chose. Et j'allais rechercher la pureté justement du côté du Montégoal, cette eau fraîche et pure que recherche le héros, il ne la trouve pas parce que bon, bien sûr que c'est une voie sans issue la solitude. Oui, donc je vais, alors en 2 mots, hein, de toute façon vous aurez tout le loisir après de discuter avec René. Ah oui, alors, je ne vous ai pas dit l'organisation de la matinée. D'abord un petit échange entre nous, une présentation du livre, et puis vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous désirez, et puis si vous le souhaitez, faire dédicacer un livre, ou 2, ou 3, car je vous rappelle que c'est bientôt Noël. Et il y en a qui coûtent 3 €, donc c'est abordable. Voilà, c'est donné, je veux dire, c'est les soldes avant les soldes. Non, il y a, voilà, il n'y a pas le solde, bon. Oui, c'est vrai, c'est le prix unique du livre. Donc, je vais peut-être juste faire une parenthèse, parce qu'après je vais oublier, vous rappeler pour ceux, parce que j'ai eu des questions tout à l'heure, les ateliers d'écriture reprennent sans René. À la rentrée, donc le 20 janvier, première séance des ateliers d'écriture. Je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés par ça. Je sais c'est un vendredi, mais voilà, on n'a pas trop le choix des armes. Et cet après-midi, pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont gardé une âme d'enfant, des contes de Noël à 16 h sur le port à l'occasion du marché de Noël. Voilà, ça c'est dit. Alors... il a le
traque, mais c'est parce qu'il y a sa maman. Oui, je t'avais dit de ne pas le dire. Donc, on peut dire que tu as connu plusieurs vies. Alors, je vais faire vite parce que sinon on va y passer la journée. Tu as exercé de nombreux petits boulots avant de te consacrer définitivement à l'écriture. Tu as aussi connu une période de clandestinité. Alors, en quelques mots, tu as fait l'armée, tu as déserté. Je ne comprends pas que tu n'aies pas supporté ça, te connaissant un petit peu. Tu as déserté, tu as vécu dans la clandestinité sous un autre nom pendant 5 ans en Turquie. Quand tu es revenu en France, tu as fait un peu de prison, je crois. Pas beaucoup, mais ça explique peut-être certaines choses dans ton œuvre et dans ton parcours. Il y en a une qui s'évade, les gardiens dorment. On y reviendra. Alors, je ne vous ai pas dit, les téléphones, s'il vous plaît, on les éteint, et le téléphone là-bas, on le... Voilà. Et Fabienne, pareil. Voilà, alors n'oubliez pas que vous êtes enregistré aujourd'hui, hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais donc, si vous posez des questions, attention à ce que vous dites. Tout sera consigné, et après, ce sera sur Internet. Voilà. C'est une première, ça aussi, donc, je vous le dis, on va garder une trace. Donc, quand tu es revenu... Donc, tu as exercé plusieurs petits boulots, à l'exception peut-être d'infirmier psychiatrique que tu as exercé pendant, je crois, 7 ans. Je suis resté 10 ans, mais je suis rentré, si je reviens sur ma biographie, comme je n'avais pas de diplôme, j'ai raté toutes mes études, j'ai traîné dans les rues de Marseille, voilà, je dis toujours que je n'y voyais pas enfant, j'avais jeté mes lunettes parce qu'on se moquait de moi, et j'ai commencé à traîner dans les rues, je n'allais jamais à l'école, et je me suis arrêté au BEPC, donc je suis allé travailler avec mon père, qui était peintre en bâtiment, et puis de là, après mes aventures à l'armée, ce que tu as dit, tout ça pour dire que le métier que j'ai le plus fait, c'est le métier de... J'étais homme de ménage d'abord, je nettoyais l'hôpital, je changeais les malades, etc. Puis je suis devenu élève infirmier, puis infirmier. Je suis resté 10 ans dans cet hôpital psychiatrique, mais j'ai commencé à nettoyer les couloirs. Par là, alors je pense que là tu as appris beaucoup sur la nature humaine, certainement que... Enfin, cette sensibilité particulière que tu as aussi a été influencée par ces expériences diverses et un peu extrêmes finalement, hein. Ensuite, on peut dire que depuis finalement, c'est ton... Voilà, c'était pour juste un exemple de ce qu'il fallait éteindre au téléphone. Depuis les Chemins Noirs, publiés en 89, je crois, 88, pardon, tu n'as cessé de publier. D'abord chez De Noël et aujourd'hui chez Gallimard, qui est quelque part une consécration, on peut le dire. La collection mondiale. Voilà, la collection, celle-ci, qui est peut-être la plus connue dans le monde. Alors, et oui, et parallèlement, tu n'as cessé d'animer des ateliers d'écriture, notamment en prison, au Beaumet. Ça a une importance à plusieurs titres dans ta vie. Tu en as parlé aussi dans tes romans. Tu as eu même une mésaventure, on y reviendra, suite à que tu racontes dans Tu tomberas avec la nuit. On peut dire que c'est justement du fait des relations que tu as nouées dans ces ateliers d'écriture. Et après les prisons, tu es venu en animer ici. Alors je ne sais pas si c'est lié, tu nous diras en quoi le parallèle entre la prison et la bibliothèque de Carnon. En tout cas, c'était une expérience assez formidable. Oui, je crois, hein, les gens ne sont pas tout à fait remis encore, je crois, en bien évidemment. Et aujourd'hui, tu nous reviens avec donc ce livre-ci, La fiancée des corbeaux, dans lequel on retrouve tout ce qu'on aime dans ton œuvre, cher René Frény, un style lyrique, flamboyant, sensible, une façon assez unique de décrire les petits riens qui font la vie quotidienne, mais en les transcendant par l'écriture. Évidemment, l'amitié, l'amour au centre de tout, je dirais, comme ça, on peut dire c'est dans toute ton œuvre. Et puis, un événement fondateur, je dirais, à l'origine du projet de ce livre, enfin tu me démentiras s'il y a lieu, un petit peu comme pour Elle danse dans le noir, où tu parlais de ta maman, un départ, alors certes moins dramatique, il ne s'agit pas d'un décès, le départ de ta fille, Marie-Lou, que tu as évoqué dans plusieurs livres, là aussi on y reviendra un petit peu,
qui, parce qu'elle a 18 ans et que s'il est temps pour elle de voler de ses propres ailes, va partir et quelque part te laisser seule. En tout cas, elle va laisser un vide. Est-ce que j'ai bien... Oui, c'est un livre, enfin pour un écrivain, écrire un livre, c'est recomposer un peu le puzzle. On est chacun de nous, hein, nous sommes des puzzles, on se disperse, on s'effrite, et quand je me mets à mon bureau, quand je commence à chercher les mots, j'ai l'impression que ce puzzle un peu dispersé se regroupe, que les mots me rassemblent, que je me rassemble grâce à la littérature. En lisant un petit peu, mais en écrivant encore plus, parce qu'on est encore plus concentré sur sa mémoire, sur son imagination. Chaque mot porte en lui une telle sensualité, une telle musique que quand ma mère est partie définitivement, j'ai écrit « Elle danse dans le noir » et je la voyais devant moi. Je lui parlais, elle me répondait, mais je voyais chaque détail de son visage, son beau sourire, ses petites vestes rouges, sa tendresse. Donc je revoyais toute une vie sur ce visage. Et chaque mot qu'elle me disait, alors qu'elle était là devant moi, je n'allais jamais au cimetière, elle était là. Donc l'écriture a ramené ma mère vers moi, et quand ma fille, il y a 2 ans et demi, est partie ici, à Montpellier, faire des études d'histoire, moi qui l'avais élevée, nous avons vécu pendant 18 ans tous les deux dans cet appartement de Manosque, eh bien j'ai fait comme quand ma mère était partie. C'était moins douloureux, ma fille était à 200 km, mais j'ai commencé à parler d'elle, et elle était là avec moi. Donc la solitude est beaucoup moins grande quand on écrit, parce que la chambre était peuplée de tous les gens que j'ai aimés. Parce qu'il n'y a rien de... Pour un écrivain, j'imagine que pour un peintre qui va peindre les paysages qui lui manquent, ou ses paysages intérieurs, moi quand je commence à parler de ma fille, je la vois, elle est là avec moi. On rit, on s'amuse, et j'ai revu toute son enfance en écrivant. Donc voilà, c'est le mérite de l'écriture, c'est qu'on n'est jamais seul. J'ouvre ma bibliothèque le matin et tous mes amis sont là, rangés. Giono, Kafka, Céline, etc. Mes vrais amis, ceux qui ne m'ont jamais quitté. Camus, Cervantes. Bon, voilà, on prend un ami, on n'est pas obligé de prendre un avion pour aller chercher un ami au Japon. Ouais. Il est là dans la bibliothèque. Et il ne vous trahit jamais. Et les mots, c'est pareil. Moi, j'ai toujours un cahier neuf, j'ouvre un cahier et je commence une histoire et je vois sur mon mur des choses qui bougent. Un arbre, un chien, un nuage, et je raconte ce que je vois. Dans l'écriture a ça de miraculeux, on a pratiqué ici, c'est pour ça que je suis chez moi ici ce matin, hein, parce que la moitié de vos visages, je les connais, on a écrit ensemble pendant tout un hiver, on arrivait, on buvait le café, on riait, on se racontait des histoires, c'est comme ça que j'envisage les ateliers d'écriture dont tu as convivialité, amitié, confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'écriture. Donc on écrivait ici au fond, là-bas, en toute amitié, et on se marrait. Parce que dans l'écriture, il y a toutes les plus belles émotions. Voilà, j'ai été un peu long pour t'interrompre. Je te rappelle que c'est toi l'invité. Tu as toute l'attitude pour prendre la parole. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur le... Ça m'a un peu surpris, et surtout quand après on lit le livre, sur le titre « La fiancée des corbeaux », en forme un peu d'oxymore. La fiancée, bah, c'est un peu une promesse d'un plaisir, d'un désir... les corbeaux, c'est toujours quand même un symbole de menace sourde. Et alors, il y a des éléments de compréhension quand on lit le livre, hein, notamment à la fin à la toute fin du livre. Enfin, il y a un peu de suspense, mais enfin, voilà, il y a une phrase qui est explicative un petit peu de ce titre. Mais pourquoi l'avoir choisi? Pourquoi avoir choisi ce titre, La fiancée des corbeaux? Oui, on peut dire oxymore, mais enfin c'est un mot savant, le côté contrasté du titre. Dans tous mes titres, j'essaie de trouver des contrastes parce que je fais de moins en moins la différence entre le bien et le mal, le jour et la nuit. Je pense qu'en moi, quand je vais travailler dans les prisons, je ressens très profondément ces gens qui sont là. Ils ont tous basculé derrière le mur, qu'ils soient voleurs, braqueurs ou même assassins. Il m'arrive de comprendre ce qu'ils ont fait et eux essaient de comprendre quel est mon travail d'écriture. Donc je pense que le double mur des prisons qui nous fait peur quand on passe devant, en se disant mon Dieu, mais derrière il y a peut-être des monstres, j'espère que je n'irai jamais. Et quand on y entre comme moi depuis 20 ans, on s'aperçoit que l'humanité n'est pas partagée par un mur. Il y a en moi des choses monstrueuses, je me débrouille pour les mettre dans mes livres, donc ne pas passer à l'acte, je n'ai pas de calibre, j'ai des stylos, mais je sens des pulsions
pulsions étranges en moi. Et eux, eh bien, quand on leur apporte des mots, des cahiers, des livres, ils sentent qu'ils auraient pu faire autre chose que d'être des voleurs ou des braqueurs. Ils auraient pu venir vers la ligne. Donc voilà, j'aime les titres contrastés. La fiancée des corbeaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'ai vu un jour cette femme très belle, qui était institutrice, qui marchait dans un champ de neige, la première fois que je l'ai vue, et je me suis aperçu dans les jours qui ont suivi qu'elle était suivie aussi par des corbeaux. Venez vous asseoir, il y a des places devant là. Venez, on vous a vu. Si vous vouliez ne pas être remarqué, c'est trop tard. Ne vous Par cachez contre, pas. bon, voilà. Il y a un fauteuil royal. Voilà. Et que vous êtes, comme vous êtes aussi jolie que la fiancée des corbeaux, asseyez-vous là. Tu as bien fait d'arriver en retard. Et voilà, la fiancée des corbeaux, c'est une femme que j'ai vue, elle partait à l'école le matin, et elle était d'un charme, d'un calme, d'une beauté. Même les oiseaux s'arrêtaient pour la regarder passer. Moi aussi, je me suis arrêté depuis 17 ans pour la regarder vivre. Mais voilà, la fiancée des corbeaux, c'est pas le début d'un conte, même si chaque histoire d'amour est un conte, c'est l'histoire d'une femme très belle que même les corbeaux regardent. Une autre question peut-être sur la forme singulière du livre. On ne peut pas parler d'un journal, c'est plus qu'un journal, c'est autre chose. Ah, oui, j'ai pas dit, on ne peut pas parler de récit, on ne peut pas parler non plus de roman, on est dans un entre-deux. Tu as structuré ton livre comme un journal finalement, du printemps à l'automne. Tu mets des dates, 9 mai, etc., sans préciser toutefois l'année, ce qui le rend d'ailleurs du coup un petit peu plus universel, enfin intemporel plutôt. Pourquoi ce choix? Parce que c'est une des premières fois que tu choisis de présenter ton livre comme ça. Est-ce que tu l'as pensé aussi comme un journal intime? Non, j'ai écrit les premiers mots, peut-être que Fabienne ou quelqu'un lira tout à l'heure, les premiers mots. C'est une très bonne suggestion. Viens un peu ici, Fabienne, comme ça tu vas nous lire la première page. Et ça serait bien qu'elle lise la première page parce que j'avais commencé un roman noir, j'ai écrit pas mal de romans noirs et policiers, et puis, comme je disais tout à l'heure, quand ma fille est partie ici à Montpellier, dans cet appartement tout seul, il y a une espèce de mélancolie qui s'est posée sur l'appartement, les mots sont arrivés différemment sur moi. Et j'ai écrit cette page un jour où je suis allé me baigner en octobre dans un petit lac où nous sommes allés, ma fille et moi, nous baigner pendant des années. Et pour la première fois, je me baignais seul dans ce lac. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai écrit cette première page que Fabienne va vous lire. Et puis le livre a continué parce que je me sentais bien dans cette écriture. Je n'avais pas envie à ce moment-là d'écrire un roman romanesque avec une grande structure. J'avais besoin d'intimité, de parler de la lumière de chaque jour, des saisons qui passaient autour de moi. Donc voilà, c'est ce que Fabienne, cette première page m'a donné tout le reste. Essayez-vous d'écrire un jour, si vous avez des difficultés à commencer un roman, j'imagine que tous les gens qui sont là sont des grands lecteurs, des dévoreurs de livres, dans une bibliothèque, mais j'imagine que vous taquinez un peu l'écriture. Eh bien, essayez de prendre un cahier neuf ou votre ordinateur, vous écrivez ce qui vous est arrivé de fort dans la journée, et ça va continuer. Voilà, moi j'ai choisi d'écrire après cette première page, mais sans l'avoir choisi vraiment. Regardez comme nous sommes très bien organisés. J'ai un micro, j'ai un pied. Le problème, c'est que ce n'est pas le bon pied. Donc je vais servir de pied. 27 octobre. Le silence est entré dans la ville. Il est descendu des collines. J'ai glissé sous les porches. Il a filé dans les ruelles courbes, contourné les fontaines où s'ébrouent les pigeons. Le silence, encore chaud des pinèdes, est entré dans cette ville d'ombre. Il s'est assis sur les bancs de pierre, derrière les églises. Ma fille est partie vivre dans une autre ville, vivre sa vie. 18 ans avec ma fille, dans cet appartement au milieu des tuiles, des cheminées et des oiseaux. Maintenant, je vis avec le silence. Jusqu'en octobre, nous allions nous baigner dans l'eau verte d'un petit lac, au bout de longues rangées de vignes. Aujourd'hui, j'y suis allée seule. Les après-midi sont encore torrides, les nuits ne suffisent pas à refroidir l'eau et les pierres.
J'ai nagé jusqu'au milieu du lac et j'ai fait la planche en fermant les yeux. J'entendais le battement sourd de mon cœur dans mes oreilles. Mes paupières étaient vermillon. Je suis revenue m'étendre sur les galets noirs de la rive. Ma fille est collectionnée ceux qui sont rayés de blanc. Ils étincellent dans l'eau peu profonde. Sur la berge, le soleil éteint les éclairs de marbre. J'aime cette odeur de rivière de l'enfance, ce silence d'arrière-saison, loin des écoles, et l'or tigré des peupliers entre la vigne et l'eau. Merci Fabienne. Très bien. Oui, c'est vrai que j'étais terrorisé par l'odeur des cartables, de la craie et tout, parce que je n'y voyais pas bien. J'ai toujours aimé la nature, parce que dehors, j'avais l'impression qu'on n'allait pas m'interroger. Enfin, je partais dans les collines et je marchais pendant toute la journée, je rentrais le soir, je mentais à ma mère en disant que j'étais allé à l'école, le lendemain, je mentais au maître et au professeur en disant que j'avais été malade, mais c'est une bonne initiation à l'écriture, parce qu'il faut être un peu menteur pour commencer à écrire. J'aimerais que les prés passent à côté du portique. Ah, okay. Puisque tu parlais justement de l'univers, et bon, je trouve que dans ce livre-ci, il y a comme un retour aux sources, justement. Après, on y reviendra, tu as fait des romans noirs, ce qu'on appelle les romans noirs, y compris en parlant d'expériences personnelles douloureuses. Dans ce livre-ci, tu énumères finalement, tu nous parles de choses du quotidien, des petites choses, des rencontres, des souvenirs, des impressions, avec évidemment donc toujours l'amour, l'amitié et les paysages provençaux en toile de fond. Est-ce que c'était une volonté aussi de te ressourcer, de revenir à quelque chose qui t'a toujours accompagné dans ce livre-ci? Quand on fait un grand roman historique ou même policier, on va chercher des choses qui nous paraissent extraordinaires. Et c'est pas là qu'on trouve les émotions les plus précises, C'est en écrivant les petites choses dont tu parles. Vous faites une rencontre dans une journée exceptionnelle, vous la racontez et vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus profondément en vous que lorsque vous inventez une grande histoire. Quand j'étais enfant, avec ma mère, nous allions passer un mois dans les Alpes parce qu'elle voulait que je respire un peu, parce que l'air de Marseille était pollué, confiné. Et dans ces Alpes-là, dans les Basses-Alpes, autour de Fort-Calquier, il y avait une légende. Il y avait eu 4 reines, enfin 3 reines, trois jeunes filles Béranger qui avaient épousé 3 rois. Et 3 de ces filles étaient devenues des reines. Et on leur avait offert des cloches d'or. Mais on n'avait jamais retrouvé ces cloches d'or autour de Fort-Calquier. Elles devaient être enterrées dans un souterrain. Alors, réalité ou légende, moi quand j'étais gosse, je partais avec une pioche et une pelle, et le petit Italien qui habitait à côté de chez moi, qui était un immigré, qui s'appelait Angelo, et nous creusions les collines partout pour retrouver, c'était un rêve d'enfant, on cherchait les 3 cloches d'or de ces princesses devenues reines, parce qu'on ne faisait pas la différence entre la réalité et la légende. Pour nous, toutes les légendes étaient vraies. Un peu comme les Indiens qui disent « les histoires sont vraies ». C'est beau, les Indiens croient que toutes les histoires sont vraies, donc ils disent « les histoires voyagent dans le ciel », on les attrape, on les raconte, et il y a celles qui continuent leur voyage, et on ne sait pas où vont ces histoires. Eh bien les enfants sont comme ça, on est tous des Indiens quand on est enfant. Moi j'avais l'impression que ces 3 cloches étaient quelque part, près de moi, et je les cherchais partout. Eh bien l'écriture, ces petits détails, je suis resté un enfant, je cherche en moi les cloches d'or. Quand je commence à écrire, je cherche des petits détails, des émotions qui sont comme des cloches d'or. Et ce voyage intérieur me plaît beaucoup parce que je creuse des galeries, je vais très loin, je creuse encore, et de temps en temps je trouve, mais la cloche d'or c'est le mot juste, un vers de poésie, c'est une phrase qui sonne bien, c'est ça les cloches d'or. Donc on va chercher en soi ces émotions. Comme enfant, je les cherchais sous terre. C'est ça l'écriture. Donc dans le petit détail, il y a beaucoup plus d'émotions que dans un roman qui va être très, très historique ou très romanesque. Voilà, chercher en nous la richesse. C'est un peu ce que dit Pessoa, qui est un grand poète portugais. Il dit « Nous avons tous 2 vies. 2 vies. Celle que nous avons imaginée enfant, qui est un rêve, et que nous continuons à rêver chaque jour, c'est la vraie vie.
Et la seconde, que nous vivons tous les jours, nous nous levons, nous allons travailler, cette vie nous mène jusqu'au tombeau. C'est ce que nous appelons la réalité. Mais la vraie vie, c'est celle que nous rêvons tous les jours. Enfin, c'est une vision peut-être un peu pessimiste de Pessoa, parce que la réalité est très belle aussi. Moi, je mets dans mes livres autant de réalité que d'imagination. Mon imagination, elle est très nourrie de la réalité. Mais je ne fais plus, tu parlais d'oxymore tout à l'heure, de contraste, je rebondissais sur le bien et le mal. Moi, entre la réalité et la fiction, je ne fais plus de frontières. Quand j'écris, je ne sais plus si je raconte ce que j'ai vécu ou ce que j'ai inventé. Et parfois, quand je vis dans la réalité, je me dis, mais je vis la réalité ou je continue à vivre un songe? Voilà, quand on lit et qu'on écrit tous les jours, on ne sait plus tellement ce qui est réel et ce qui est inventé. C'est tout à fait juste, d'autant que, en lisant ton livre, on voit très bien les moments de réalité que tu prends, que tu voles parfois. De ce point de vue-là, je voulais faire référence à un passage de ton livre, sous le chapitre novembre, c'est au début du livre, à la page 28 ou 29, un passage assez cocasse, mais qui pourrait résumer à lui seul toute ta démarche d'écrivain. Je fais référence au passage où tu es dans ton appartement, et quelques fenêtres plus bas, en vis-à-vis, tu observes trois jeunes voisins, hein, donc 2 filles et un gars, qui certainement n'ont pas de rideau, et donc tu peux voir tel le personnage de Fenêtre sur cour dans le film d'Hitchcock, tu les vois vaquer à leurs occupations, y compris parfois intimes. Donc là je vous renvoie au livre. Et donc c'est vrai, j'imagine c'est assez fascinant évidemment d'avoir cette vue comme ça plongeante sur l'intimité d'autrui. Et donc je disais, ça pourrait résumer en tout cas être une bonne métaphore de ton travail d'écrivain, c'est-à-dire quelque part t'accaparer des moments de réel, donc pas seulement chercher en soi, prendre chez les autres pour ensuite transcender ces moments de réel par l'écriture. Oui, de ma fenêtre, comme de chez vous, j'imagine, d'un côté, je vois très loin le plateau de Valençol qui est très bleu l'été, un plateau bleu qui change de couleur au fil des heures quand le soleil bascule de l'autre côté de ma maison. Donc il y a d'un côté toutes ces saisons que je vois et qui changent de couleur, et de l'autre, par hasard, je suis tombé sur ce paysage très érotique. Tu n'as pas dit le mot, mais c'est ça. Je plongeais dans une salle de bain. Et cette année-là, au moment où j'écrivais ce livre, 3 jeunes de 23-24 ans sont venus vivre là, et puis ils avaient cette insouciance de la jeunesse de ne pas mettre de rideau à leur salle de bain, et je les ai vus durant toute une année se déshabiller, se laver, les filles essayer des strings, des mini-jupes, monter sur des talons aiguilles, regarder leur silhouette. Bon, c'était très beau à voir, et j'ai regardé, parce que je pense que c'est un crime de ne pas regarder ce qui est beau. Jadis, on nous a dit quand on était enfant, la curiosité est un vilain défaut. C'est la principale qualité d'un être humain, et surtout d'un écrivain. Regardez, ouvrez des... Voilà, si je devais revivre, j'ouvrirais les yeux encore plus, et mes oreilles encore plus, et je goûterais encore plus la vie. Il y a beaucoup de choses que je regrette dans ma vie, de ne pas avoir vécu, de ne pas avoir osé. Eh bien, je crois qu'il faut tout faire, il faut tout regarder, et quand c'est beau, encore plus. Si ces filles et ce garçon n'ont pas mis de rideau, c'est qu'ils n'avaient pas tellement envie de cacher leurs corps qui sont magnifiques. Donc j'en ai profité, et ça fait partie de la lumière de chaque jour. Regardez. Donc, ma foi, leur jeu érotique entre eux s'est amplifié. Je pense qu'ils savaient qu'un écrivain, en tout cas qu'un homme, regardait derrière ses vitres, et j'ai continué. C'était un jeu entre nous, hein. Je pense que c'est un jeu entre nous, parce qu'après que ce livre ait été publié, Toumanos l'a lu, on en a parlé, et il continue elle continue à essayer des strings devant moi. Donc, voilà, je pense que je leur ai apporté quelque chose moi-même en les regardant. Ça aurait été frustrant pour elles de savoir que personne ne regardait alors qu'elles sont belles. Et je continue à regarder.
Ça fait partie de... Il y a des choses dans ce livre qui sont très tristes, des choses qui sont très mélancoliques, il y a des choses qui sont gaies, comiques, ça c'est beau. Et bien voilà, je crois que la vie c'est ça. Un écrivain, c'est une abeille qui se pose sur toutes les fleurs, les plus belles, les plus parfumées, les plus sombres, les plus fanées, les plus démoniaques. Voilà, c'est ça un écrivain. Et ensuite l'écrivain rentre chez lui et il fait son miel avec toutes ses fleurs. Voilà, moi ma ruche c'est chez moi, et tout ce que la vie me propose et m'offre, j'essaie de le transformer dans ce miel qu'on appelle la littérature. Donc quand un assassin me raconte son crime au Baumette, je l'écoute attentivement et je parle de son crime. Et quand une femme me montre ses seins, je les regarde avidement. Mais les deux font partie de la vie. Si vous passez à Manosque, je vous invite à aller voir René chez lui pour voir par vous-même. À Manosque, il y a plus de 5 de crimes quand même, donc vous pouvez venir. Justement, tu parlais d'assassin. Enfin, du coup, je pensais à dans ton précédent livre, Tu tomberas avec la nuit, c'est le précédent, publié en 2009. On peut dire que c'était un livre de combat, au sens réel. Hein. Tu voulais en découdre avec un juge qui voulait ta peau, on peut le dire. Très très bon bouquin d'ailleurs, hein. C'est un récit, certains d'entre vous l'ont lu. Je l'ai à côté de moi, il est là. Donc on a la bibliothèque aussi, donc n'hésitez pas. Je trouve que dans ce livre-ci, La fiancée des corbeaux, je parlais de retour aux sources tout à l'heure, il est vraiment, quand on le repose, on a une impression de tendresse, voire de nostalgie. Il est baigné de nostalgie, d'amour, de tendresse. Il y a... Alors, je sens comme une forme d'apaisement. Alors je crois qu'il est arrivé des bricoles au juge qui t'avait fait des misères, donc ça a dû te contribuer à l'apaisement chez toi, mais est-ce que je me trompe? Non, mais il y a eu, tu as dit combat, c'est juste. Hein. Je me suis retrouvé un matin, à 6h du matin, avec des menottes. J'ai fait 4 jours et 4 nuits de garde à vue à l'évêché à Marseille. L'évêché, c'est l'hôtel de police de la PJ. Donc j'ai été interrogé par 6 policiers parce que j'avais ouvert un restaurant avec un de mes anciens élèves, des Baumettes, qui faisait partie du grand banditisme. Et après une bagarre violente dans un bar à Manosque où je m'étais battu vraiment de bon matin avec quelqu'un de méchant et d'agressif, ce type est venu me prêter main forte, ce gars qui sortait de prison, et j'ai ouvert un restaurant avec lui, par amitié. Et un juge a pensé que je pouvais faire partie de un certain endroit du milieu, en tout cas, blanchiment ou autre, et j'ai été arrêté plusieurs fois. Il a fallu que je reprenne ma plume 4 ans après pour raconter cette histoire, parce que j'étais toujours mis en examen, et régulièrement ce juge envoyait des flics chez moi, me passait les menottes, me remettait en garde à vue. Donc il voulait absolument trouver ce que j'avais fait dans l'organisation du grand banditisme marseillais. Bon, comme il n'y avait rien à trouver, alors chaque fois j'étais libéré, après un procès verbal vierge, et chaque fois il venait m'arrêter de nouveau. Et ce qui me blessait le plus, c'est que souvent j'ai été arrêté et menotté devant ma fille, qui grandissait, qui avait 7 ans, 8 ans. C'est très douloureux de partir, alors que je vivais avec elle, menottée entre 2 flics, elle voyait partir le fourgon, c'est très douloureux. Donc j'ai voulu crier contre cette injustice, et j'ai écrit « Tu tomberas avec la nuit ». C'est un combat contre ce juge, un peu comme l'affaire Outreau. Moi, c'était le grand banditisme, c'est pas la pédophilie, bien sûr, mais dans l'affaire Outreau, j'ai fait souvent des conférences avec 2-3 personnes qui ont été prises dans l'affaire Outreau et qui ont fait 3 ans de prison, notamment le prêtre qui était innocent, et ces gens-là ont vécu le calvaire parce que ce petit juge Burgot, dans l'affaire Outreau, il s'est rendu compte qu'il tenait dans ses mains une affaire qui, pour la première fois, faisait de lui un être exceptionnel. Toutes les télés, les radios étaient là. Et le petit juge d'instruction qui m'a fait arrêter s'est rendu compte que 3 heures après mon arrestation, il avait autour de lui des journaux, la presse, la télé, etc. France 2 qui est descendu de Paris parce qu'il avait arrêté un écrivain qui était peut-être un truand. C'est sûr que l'image était insolite. Hein. Donc il a été interrogé par toute la presse, alors que toutes les affaires qu'il avait fait jusque-là ne lui avaient amené que le petit journal local. Il s'est dit, voilà une belle affaire pour moi. Et donc il a monté cette affaire en épingle, comme dans l'affaire Outreau. Dans l'affaire Outreau, il n'y avait que 4 pédophiles. Eux méritaient d'être en prison. Et il y avait 13 innocents. Mais c'était une affaire tellement énorme que le juge Burgot est devenu le personnage en France que l'on voyait dans tous les journaux.
eh bien le juge qui m'a arrêté a voulu faire pareil. Et ça, c'est le danger de la justice aujourd'hui, parce que les médias ont un tel pouvoir que ça peut tourner la tête d'un juge. Il peut devenir célèbre du jour au lendemain, selon l'affaire qu'il a entre les mains. Donc j'ai un jour pris mon stylo, j'ai fait mon métier, j'ai raconté cette histoire. Et le juge a été transféré dans un placard, il n'est plus juge d'instruction. J'ai envoyé mon livre au garde des Sceaux et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et 3 mois après, le juge était mis dans un placard. Alors malheureusement, bon, je ne sais pas quels sont vos métiers, mais si vous faites de graves erreurs, vous serez au chômage. Les juges ne sont jamais au chômage. Ils sont dans des placards, mais il a toujours son salaire. On sent que tu es encore très... que cette affaire t'a vraiment bouleversé. Du coup, tu n'as pas répondu tout à fait à ma question sur l'apaisement qu'on ressent dans ce livre-ci. Est-ce que justement tu as tourné une page ou est-ce que c'est encore finalement présent, douloureux? Oui, moi je ne connais pas vraiment la haine parce que j'écris. Si je n'avais pas écrit, je pense que la haine aurait grandi. Et les gens qui sont habités par la haine, c'est les gens qui n'arrivent pas à exprimer ce qui se passe en eux. Moi j'ai écrit un livre, donc j'ai exprimé jusqu'au bout ma rancœur, ma colère, surtout par rapport à ma fille, hein, ma révolte. Et maintenant je suis apaisé, donc c'est un livre d'apaisement, parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et j'ai tourné la page. J'ai tourné la page. Bon, c'est pas dit que si je le rencontre un soir sur un parking et qu'il est seul, je ne donnerai pas un coup de pied dans le derrière, mais bon, ça c'est humain. Mais je n'ai pas de haine parce que j'ai dit des choses. Voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « La seule chose que le diable craint, c'est la parole ». Parce que le diable aime bien la violence, il aime bien la haine, mais il a peur de la parole parce que lorsqu'on a tout dit, on passe à autre chose. Je trouve que dans La fiancée des Corbeaux, il y a des pages magnifiques sur l'amour, sur Isabelle en particulier. Alors, certaines de nos lectrices et d'admiratrices vont se poser la question en lisant ton livre, est-ce qu'il s'agit d'un amour fantasmé ou est-ce qu'il s'agit finalement d'une... Parce que là, on est évidemment dans des morceaux de réel. Est-ce que c'est ta vision idéale de l'amour, quelque part? Un peu idéalisée, parce que moi je suis très romantique, et elle existe, elle est aussi belle, et même plus belle que mes mots, puisqu'elle a inspiré un livre, donc elle est réelle. Et en même temps, quand on vit une histoire d'amour, il y a beaucoup plus d'imagination que de réalité. Elle est belle, l'histoire d'amour, si elle devient aussi imaginaire. Regardez les couples qui divorcent, ce sont des couples qui le soir se mettent devant le programme, dans les mêmes pantoufles, ne se touchent plus après le film sur TF1, ne se parlent plus, parce qu'il n'y a plus d'imaginaire. Une histoire d'amour qui est belle, c'est une histoire d'amour où il y a de la réalité, une vraie rencontre, mais il y a encore plus d'imagination. Quand tu es amoureux de quelqu'un, même si tu ne le vois qu'une demi-heure dans la journée, ou même 1 heure par semaine, tu vas en rêver toute la semaine. Bon, ben cette histoire d'amour, La fiancée des Corbeaux, c'est ça. Il y a une réalité. Quand je parle de sa poitrine, ou de ses yeux, ou de sa douceur, tout ça c'est vrai. Mais j'y pense très souvent à cette femme. Donc c'est comme un conte amoureux. Mais c'est ça qui est beau. Regardez Madame Bovary, elle voit des amants qui ne sont pas tellement à la hauteur, Léon, Rodolphe et tout, mais elle en rêve. Hein, et pourtant, elle vit avec M. Bovary, qui est un brave homme, un bon médecin, de campagne et tout. C'est un brave homme. Mais cet homme ne la fait pas rêver. Et elle, pendant 500 pages, elle rêve d'amour. Flaubert a mis 5 ans pour écrire ce livre. Il avait pourtant une vraie maîtresse, réelle, à Paris. Louise Collet, elle venait le voir de temps en temps, il allait de temps en temps à Paris, c'était sa maîtresse réelle. Mais elle était jalouse de Madame Bovary parce qu'elle lui écrivait en disant « Tu la connais, c'est pas possible que tu puisses la décrire aussi bien. Les petits détails de son vêtement, ce qu'elle pense, ses rendez-vous, c'est exactement comme ça que vit une femme. » Eh bien, je crois que Flaubert est devenu presque une femme lui-même pour comprendre comment une femme peut aller dans l'amour, jusqu'où elle peut aller. Et cette femme imaginaire, imaginée par Flaubert, elle a rendu très jalouse une femme réelle. Parce que quand on écrit, on va jusqu'au bout de son conte amoureux, de son histoire d'amour, on va jusqu'au bout. Et je crois que le rêve est encore plus grand que la réalité, mais il faut au départ une grande réalité pour créer un grand rêve. Donc cette femme, La fiancée des Corbeaux, elle est réelle et imaginaire.
Si vous venez à Manosque, je vous la présenterai. Vous verrez combien elle est jolie, douce. Mais en même temps, elle est entrée dans mon rêve, elle a dilaté mon rêve et elle a fait... Je pourrais écrire 10 livres sur elle. Mais c'est ça l'amour. Le vrai amour, il est avant tout... il y a un peu de réalité et beaucoup d'imagination. Et plus il y a d'imagination, plus l'amour est grand. C'est comme dans l'érotisme d'ailleurs. S'il n'y a pas des fantasmes autour de l'érotisme, si vous vous contentez de faire l'amour tous les soirs dans le même lit, de la même manière, avec la même lumière, ça sera très vite ennuyeux. Ce qui est beau dans l'érotisme, c'est ce déploiement. Tout est possible, il n'y a pas de frontières dans l'érotisme. Et dans le romantisme, c'est pareil, tout est permis. Et vous pouvez avoir la parole. Je vais encore poser 2-3 questions, puis je vous laisse la parole. J'ai envie parce que parmi nos lecteurs, là, je vois beaucoup d'amateurs de romans noirs, de romans de polar, de romans noirs, etc. J'aimerais savoir si c'est un genre que tu as l'intention d'explorer de nouveau, ou si c'est une page est tournée finalement. Non, moi j'adore les romans noirs. D'ailleurs, je fais partie d'un jury qui s'appelle Quai du Polar. C'est le plus grand prix européen du polar actuellement, Quai du Polar, que l'on décerne au mois de mars à Lyon. Je suis dans le jury. Je viens de recevoir par la poste 30 romans noirs, polar et romans noirs. Je ne sais pas si vous faites la différence entre le polar et le roman noir, mais on avait abordé l'atelier d'écriture ici, mais si vous voulez des détails, je pourrais vous en donner sur la différence. Eh bien, là, je vais lire cet hiver 30 pavés noirs, et puis ensuite, nous décernerons le prix. Il y a des romans irlandais, suédois, ça arrive de plus en plus du nord, là-haut. Il y a une grande dégringolade du polar nordique, parce que là-haut, ils n'ont pas de mal à faire du roman noir. Tout l'hiver, il fait noir. Donc, il y a 3 heures de lumière par jour. Donc, c'est sûr que c'est tout. La couleur noire, ils vivent dans la nuit. Donc, ils s'enferment chez eux, et ils écrivent des romans noirs. Mais ce qui a changé, c'est que le Père Noël est arrivé plutôt d'en haut. Et jadis, le Père Noël arrivé du Nord, maintenant ce sont des romans noirs. C'est le reflet de notre époque. On attend un peu moins de cadeaux et un peu plus d'univers sombre. Le polar du Nord est devenu abondant. Il y en a ici, j'imagine, des centaines. Et moi j'aime bien le roman noir parce que c'est le miroir de ce que nous sommes. Hein, c'est le miroir de ce que la société devient. On parle beaucoup de corruption, on parle beaucoup de nos travers, on parle beaucoup de nos fantasmes. Donc un grand roman, j'évoquais Madame Bovary, c'est un grand roman d'amour. Donc si on continue à le lire, c'est qu'on s'y retrouve dans cette histoire d'amour, dans ce rêve amoureux. Et dans le roman noir, dans le polar, c'est le miroir d'aujourd'hui. On s'y retrouve aussi. Parce que la société est devenue plus sombre, plus égoïste, on se demande aujourd'hui si on va être bouffé par la Chine ou par l'Inde ou par la pollution. Donc on est moins optimiste qu'il y a 50 ans. Moi j'ai grandi dans un monde qui était merveilleux, parce qu'il n'y avait pas de guerre, parce que la société était, je crois, plus sincère, plus ouverte, moins polluée. Aujourd'hui, nos jeunes, quand je discute avec ma fille, j'ai passé la soirée avec ma fille, elle ne descend plus dans la rue comme moi je l'ai fait souvent. Pour lutter contre la guerre du Vietnam, pour lutter contre... Je pensais que les hommes allaient devenir meilleurs. Et aujourd'hui, j'en doute. J'en doute. Parce qu'on se disait, est-ce que le socialisme en Chine va réussir? Est-ce que la révolution cubaine va réussir? On descendait dans la rue, on avait un espoir, on croyait en l'utopie. Et aujourd'hui, les jeunes, ils descendent dans la rue pour trouver du travail, concrètement. Mais ils ne pensent pas que la société demain sera meilleure. Ils pensent qu'on va vers le pire. Et ça, c'est dommage. Se dire que le monde va prendre 5-6 degrés en 100 ans et que peut-être ça deviendra irrespirable ici, que cette Provence si belle et le Languedoc vont devenir un désert en 100 ans, c'est très triste de se dire qu'on n'y peut rien, ou peu de choses. Donc le roman noir est devenu à la mode parce qu'il est le reflet de ce que nous devenons. L'égoïsme l'a emporté. La seule discussion dans la classe politique, c'est comment relancer l'économie, comment créer des usines et comment polluer encore plus pour éviter le chômage. C'est la seule. Voilà. C'est quand même assez dramatique de se dire que le seul moyen de relancer l'économie, c'est de polluer la planète et la dessécher encore plus. C'est pour ça que le roman noir est à l'ordre du jour. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais tu as écrit aussi pour la jeunesse. Est-ce que c'est un genre que tu continues à explorer, ou alors tu as laissé tomber? Je me souviens de Marie-Lou et l'assassin, où justement tu... J'ai écrit 4 livres pour les enfants. C'était à l'époque où ta fille était peut-être... Voilà. Tu écrivais pour ta fille.
Je lui racontais des histoires et je les écrivais. C'est quand je dis que je trempe ma plume dans la vie, à chaque âge, une littérature différente. Quand je racontais des histoires à ma fille, je les écrivais ensuite. Voilà, maintenant, si ces filles ne s'étaient pas déshabillées derrière cette vitre, je n'aurais pas écrit ces passages-là. J'attends de la vie aussi qu'elle m'apporte l'inspiration. Et ensuite, mon imagination fait le reste. Mais tous les soirs, pendant des années, j'ai raconté une histoire différente à ma fille, en inventant des sorcières, des monstres, des forêts. Et ensuite, j'écrivais. Nous avons reçu il y a 15 jours Olivier Martinelli qui nous a dit que tu faisais partie de ses influences, voilà, qu'il t'admirait, etc. Et c'est vrai que on peut retrouver une sensibilité dans ses livres commune. Quelles sont... En fait, on connaît mal tes influences, même si tout à l'heure tu as évoqué effectivement des grands... est-ce que tu as des influences? Est-ce que parmi les auteurs actuels, certains t'inspirent? Ou est-ce que finalement ton univers est si singulier que tu ne te reconnais pas de père actuellement dans la littérature, je veux dire, actuelle? Mais pour devenir un singulier, pour trouver sa voix, son rythme, quand je me mets à écrire un livre, un roman, entre deux romans, j'écris des petites choses, beaucoup de courriers, quelques poésies, des choses que je ne publierai pas. Mais quand je commence un livre, je laisse ma petite bibliothèque vitrée fermée. Et dans cette bibliothèque, il y a tous les grands auteurs que j'ai lus et que je relis. Bon, j'ai cité Flaubert tout à l'heure, mais j'ai relu plusieurs fois toute la correspondance de Flaubert, qui est magnifique. C'est peut-être son chef-d'œuvre, sa correspondance. J'ai cité Céline, j'ai relu 10 fois Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Les 31 romans de Giono, je les ai lus et relus. Maintenant, je ne lis plus que 5 ou 6 romans de Giono qui me paraissent les plus beaux. Un roi sans divertissement, Les grands chemins, Le moulin de Pologne, Le hussard sur le toit. Voilà, il y a les plus grands romans de Giono. Quelques livres d'Hemingway, Le journal du voleur de Jean Genet, qui est un livre extraordinaire de poésie. Voilà, Le journal du voleur, L'étranger d'Albert Camus, tous les livres de Jim Harrison. Bon, je pourrais citer pas mal 100 ans de solitude de Marquez, Crime et châtiment. J'ai l'impression que dans Crime et châtiment, il y a tout, justement, ce bien et ce mal dont on parlait tout à l'heure, toute la psychanalyse dans Crime et châtiment. Donc voilà les romans que je lis et que je relis, et ils ont constitué l'homme que je suis devenu. Parce qu'un livre, un grand livre, ça change votre vie. Je parlais tout à l'heure de l'épervier de Maheu. Quand j'ai fait mon sac pour venir dans les Cévennes, la corniche des Cévennes de Montégoal, c'est parce que j'avais lu ce grand roman, qui est à la hauteur des romans de Giono. On a envie de prendre la route. Il y a un roman de Giono qui finit, la dernière phrase du roman, c'est « Le soleil n'est jamais si beau qu'un jour où l'on se met en route ». Elle est belle, hein? Ça ressemble à une phrase de Steinbeck ou d'Hemingway. « Le soleil n'est jamais si beau qu'un jour où l'on se met en route ». Et bien voilà, quand on se met en route dans la vie ou dans un livre, on a envie, quand on commence un grand livre, d'aller jusqu'au bout. Moi, il m'arrive dans ces belles journées d'hiver de rester dans ma robe de chambre. Je ne prends ma douche que le soir. Toute la journée, je reste dans ma robe de chambre, je prends un grand livre, je me fais des grands bols de café, et toute la journée, je suis dans cet univers littéraire, je voyage. Et je ne vois pas ce qui se passe derrière ma fenêtre, je n'entends même pas le téléphone qui sonne. Je suis dans une forme d'hallucination. Je vois des choses qui n'existent pas, elles sont dans le livre que je lis, et ces choses sont encore plus belles que la réalité. Donc c'est ça, l'écriture et la littérature, on entre dans un voyage intérieur qui est une forme d'hallucination. Donc tous ces écrivains qui ont transformé ma vie, je suis devenu très pessimiste, sans doute, après avoir lu Voyage au bout de la nuit. J'ai cru que ce que vivait Bardamu, le héros du livre, était vrai, que tout ce qui était raconté là était vrai. Je l'ai cru, et ça a un peu noirci ma vie. Quand j'ai lu L'étranger d'Albert Camus, j'étais à Alger, avec Meursault. Et donc voilà, je voyais la ville d'Alger. Je n'y étais jamais allé, mais je l'ai vu encore mieux que si j'y étais. C'est ça, un grand livre. On vous montre des choses que vous ne connaissez pas, et vous les voyez encore mieux que si vous y étiez allé. Je dis aux détenus, vous êtes là pour des années, donc vous n'avez plus vos femmes, ou alors, quand elles sont venues pendant quelques années au parloir, cette espèce d'esquisse d'amour que vous avez connue dans un placard, bon, prenez un papier, prenez un stylo, racontez-vous des histoires d'amour. Et ils me disent, tu avais raison,
Au départ, moi je n'osais pas les faire écrire sur l'érotisme parce qu'ils sont seuls dans une cellule. Et donc ils me disent, tiens, hier soir on a écrit, tu nous as dit le mot talon aiguille, on a écrit, eh bien depuis quelques années ils me disent, moi je n'avais plus de vie sexuelle, ni avec ma femme au parloir, ni même tout seul. Au départ ils se masturbent beaucoup parce que pour s'endormir c'est une activité physique comme une autre, hein. Donc les premiers temps ils se masturbent beaucoup et puis un jour ils n'ont plus d'érection. Parce que à force de tirer sur 2-3 fantasmes, ça ne vient plus. Il n'y a plus rien. Et ils me disent, hier soir en écrivant, j'ai écrit talon aiguille, j'ai vu apparaître une jambe de femme, un mollet, le satin d'une peau, la clarté d'une cuisse, j'ai senti sous ma main, je suis remonté, il y a une paire de seins qui m'a piqué la main, et j'ai senti une érection. C'est extraordinaire l'écriture. Vous écrivez, c'est tellement physique l'écriture avec un stylo que vous avez un corps sous votre main. Et ils retrouvent une érection. C'est ça l'écriture. L'écriture, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est physique. C'est cérébral, mais c'est avant tout physique. C'est très érotique l'écriture. C'est très sensuel. Si vous écrivez le mot coquelicot, vous le voyez. Si vous écrivez le mot rivière, vous entendez le chant de la rivière. Vous entrez dans l'eau, vous sentez l'eau glacée qui monte sur votre ventre. Mais il faut l'écrire pour avoir cette sensation. Voilà, c'est très sensuel, très érotique. Tu parlais des ateliers d'écriture, mais à ce propos, tu nous rends un bel hommage dans ton dernier livre, puisque tu évoques ton passage à la bibliothèque de Carnon. Donc voilà, on est passé à la postérité, quoi qu'il arrive. Si demain on est noyé par les eaux, ce qu'on nous promet ici à Carnon, ben voilà, au moins on aura eu il y aura cette trace. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que tu continues à animer des ateliers d'écriture, notamment en prison, ou tu as arrêté cette activité ? Alors, le ministère de la Culture, qui m'a longtemps payé pour animer des ateliers d'écriture au Baumette, dans la prison de Salon, et avec des mineurs dans la prison de Luynes, maintenant m'envoie dans diverses prisons pour lancer des ateliers d'écriture qui ensuite sont animés par des profs de français ou parfois des éducateurs quand il n'y a pas de profs de français. Mais moi, j'ai lancé le mois dernier 3 ateliers d'écriture dans la vieille prison de Nice et dans les 2 prisons de Chambéry, la prison d'Éton. Donc je viens un jour ou deux dans une prison avec des volontaires, des détenus, souvent des longues peines ou des futures longues peines. Quand c'est une centrale, bon, ils sont là pour des années, mais dans les maisons d'arrêt, il y a des futures longues peines qui vont être jugées 2-3 ans après et qui partiront en centrale. Et ce sont ces gens-là qui ont besoin d'écrire parce qu'ils partent sur de longues années de prison. Et maintenant, je lance des ateliers d'écriture, et puis je suis le référent, c'est-à-dire que tous les 3 mois, je vais dans toutes ces prisons et rencontrer ces détenus qui travaillent avec des profs et qui me lisent leur travail. On va demander à Fabienne de lire peut-être le passage qui nous concerne. On va faire dans l'autopromotion, dans l'autosatisfaction. Voilà, donc tu me dis le micro. Ça va aller là? Oui, c'est bon. Donc le 15 mars, mon rêve était prémonitoire. J'ai retrouvé la grotte aux femmes, le temple de Shiva et un temple de mots. Je suis allée animer un atelier d'écriture dans le petit port de Carnon, tout près de Montpellier où vit ma fille. Le café était prêt dans une bibliothèque qui domine la mer. Le soleil inondait les livres. Il y avait 20 femmes et un seul homme autour de la table. Des femmes mûres, des femmes très jeunes, au sourire clair, des femmes au visage froissé, qui ont dans le regard la lumière apaisée de tous les amours, de toutes les peines. Depuis 20 ans, je vais dans quelques prisons apporter des mots. En prison, il n'y a rien. Pas de coquelicots, pas de frontières à franchir la nuit, pas de pont sur les rivières, pas de voilier, pas de chevelure de femme, de regard de femme, de poitrine de femme, pas d'horizon, pas d'amour, rien. J'apporte quelques mots à des hommes oubliés à l'ombre d'un mur. Sur le port de Carnon, il n'y a ni barreau, ni mirador. Il y a 20 femmes et un homme qui regardent leur vie dans le miroir des mots. Le mot café, le mot tango, le mot rendez-vous, le mot peur, le mot mensonge. La mer respire devant nous, la liberté passe sur le quai, frôle les terrasses vertes, jaunes, bleues, les trottoirs mouillés, l'or des croissants dans les paniers. Merci. Elle lit bien. On aimerait que ça dure. Hein? Elle lit aussi bien que son visage est joli.
Bon, ça suffit, René. J'irai pas plus loin, parce que son fiancé était là tout à l'heure, donc il était plus costaud que moi. Je vais peut-être vous laisser la parole. Vous avez peut-être des questions à poser à René Frény sur les livres que vous avez lus ou ceux que vous n'avez pas encore lus. Je vous passe le micro. Bonjour. Moi, j'ai eu la chance de faire l'atelier d'écriture avec René, et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et tout à l'heure, tu parlais du pessimisme de la vie à venir. Or, quand je vois ton parcours, je pense que l'optimisme est à chaque coin de rue. Exemple, et je voudrais que tu me dises le jour où ta vie a basculé. Tu nous as raconté que tu étais un mauvais élève, que parce que tu n'y voyais pas bien, on se moquait de toi, et donc tu as fait l'école buissonnière, tu ne savais, tu lisais mal, tu ne connaissais rien, et tu es parti sur les routes. Et alors, tu es devenu cet écrivain connu, reconnu, avec cette poésie. Quand tu écris, jamais on pourrait s'imaginer que tu n'as au départ pas appris pratiquement à lire, à écrire et à travailler l'écriture. Alors, moi, il y a une curiosité, ça m'a frappé dans ton parcours de vie. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer le jour où finalement ta vie a basculé, où tu es passé de l'ignorance à, j'allais dire, la culture, parce qu'aujourd'hui, quand on t'entend parler de nos grands auteurs, jamais on ne peut s'imaginer qu'au départ, tu étais dans le désert littéraire. Alors, est-ce qu'il y a un événement, quelque chose de particulier qui a fait basculer ta vie et finalement qui donne un optimisme à un parcours de vie? Il y a un événement, il y a un jour précis. Mais je vous raconterai ce jour dans 30 secondes. D'abord, je vais évoquer quand même la lecture de ma mère. Ma mère, enfant, me lisait le soir parce qu'elle a compris que je n'y voyais pas, que je n'allais pas souvent à l'école et tout. Et je crois que pour construire un être humain, un homme, une femme, la voix d'un père ou d'une mère, c'est essentiel. Mes copines, qui pour la plupart sont institutrices ou professeurs, me disent si l'enfant a raté la première marche à la maison, parce que la maison est complètement en ébullition, déconstruite, avec beaucoup de violence, d'alcool, de drogue, il y a de plus en plus de drogue dans les familles. Donc les institutrices n'y peuvent plus rien parce que tout est délabré. La première marche, la plus solide à construire, l'essentiel, c'est la présence des parents. Et ma mère, le soir, me lisait quelques pages de romans dont je me souviens comme si je les ai lus hier, et pourtant c'est pas moi qui les ai lus, c'est elle, Les Misérables de Victor Hugo et le livre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Et le Comte de Monte Cristo se passe à Marseille, en tout cas pour la première partie. Il est jeté au château d'If, il rencontre sous terre l'abbé Faria, il s'appelle encore Edmond Dantès, et tous les soirs, moi, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'écoutais cette histoire, la voix de ma mère, et quand une mère dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Si elle me lisait cette histoire, que je voyais dans mes yeux, puisque je voyais le château d'If quand j'étais sur le Vieux-Port, c'est que l'homme là-bas dans le château d'If avait existé, Edmond Dantès. Il s'était évadé, il s'était vengé, et de soirée en soirée, cet homme qui n'avait jamais existé, mais moi je ne le savais pas, est devenu pour moi le plus grand des Marseillais. Edmond Dantès, qui devient le comte de Monte Cristo, qui se venge, eh bien pour moi c'était le plus beau des Marseillais. Souvent je ne voyais pas la pâtissière, la boulangère, ma voisine, le matelassier, le charbonnier, mais je voyais le comte de Monte Cristo. Là, sans le savoir, j'ai compris que les histoires étaient vraies, plus vraies que la réalité. Donc je cherchais partout dans les rues le comte de Monte Cristo. Mais j'avais une maman qui me lisait des histoires, comme moi plus tard j'ai raconté des histoires. Je crois que l'essentiel que je sois devenu écrivain est la voix d'une mère qui tous les soirs, pendant quelques minutes, lit à son enfant une histoire. Et je me suis rendu compte, sans le savoir, que dans les mots, il y avait tout, le monde entier. Mais malgré tout, je ne lisais pas, puisque je n'avais pas de lunettes, puisque je n'y voyais pas. Et le jour dont tu me parles, quel est le jour où ça a basculé? Eh bien, ce jour-là, c'est quand j'ai été enfermé pour la première fois dans cette prison militaire. Je suis arrivé avec 2 mois de retard à l'armée, je suis passé devant le tribunal permanent des forces armées à Metz, et j'ai été condamné à 6 mois de prison.
Et j'ai fait 6 mois de prison. Mais le deuxième jour de prison, l'aumônier est venu me voir avec des livres, comme il le faisait avec tous les arrivants. Et je lui ai dit, je n'y vois pas, c'était un puits, il y avait une petite lucarne qui était barrée de barreaux et de plaques métalliques. Je ne voyais même pas la cour de promenade de la prison, pas le ciel, rien. Et il faisait très nuit dans la cellule. Et il me dit, vous allez rester 6 mois là-dedans, autant lire. Il avait raison. Je lui ai dit, je n'y vois pas. Et il est revenu avec plusieurs paires de lunettes que les détenus avaient abandonnées, parce qu'elles étaient rayées, abîmées, et l'une d'elles grossissait tout. La cellule, le curé, tout était grossi par ces lunettes. Et j'ai gardé ces lunettes. Et j'ai lu pendant 6 mois grâce à cet aumônier et à ses lunettes. Voilà. Ça, c'est un jour qui m'a marqué, parce que c'est là que j'ai commencé ce grand voyage imaginaire à travers la littérature. Je lis actuellement un livre par jour depuis des années, donc j'ai lu des milliers et des milliers de livres, grâce à cet aumônier, mais grâce aussi à la voix de ma mère qui m'avait expliqué que dans les livres, il y avait tout. Je crois qu'il faut les deux. Il faut un jour rencontrer quelqu'un qui vous donne un livre, un bon livre, ou des lunettes, et puis surtout, il faut avoir eu des parents qui vous amènent vers les livres. Ça, c'est essentiel. Après, les profs et les instituts font le reste, bien sûr. Ils sont là pour ça, pour vous promener dans cette chose miraculeuse qu'est la lecture. Et un grand professeur, un grand instituteur, c'est celui qui donne le goût. Mais il ne peut pas donner le goût si avant il n'y a pas eu quelques valeurs données par les parents. Ça, c'est essentiel. Le rôle des parents. Le rôle des parents n'est pas de coller un enfant devant la télévision pour être tranquille et d'engueuler la maîtresse le jour où elle fait grève parce qu'on ne garde pas les enfants. Le rôle des parents, c'est justement de les amener vers le rêve. Et quelques valeurs. Donner à nos enfants quelques valeurs simples. Voilà. Une forme d'honnêteté, une forme de gentillesse, de générosité. Mais justement, je pourrais presque penser, à la limite, que du fait que tu n'as pas suivi un cursus normal, tu n'as pas été formaté par l'école. Et que c'est peut-être là que tu as appris la liberté de penser. Oui, je racontais hier soir dans une librairie, quelqu'un d'entre vous était hier soir à la librairie Le Grand Nemo? Non. Moi j'ai fait une rencontre comme je fais là, mais comme j'étais chez ma fille, ma copine du Grand Nemo m'a dit, ben viens, parle un peu de... Je suis allé au Grand Nemo. Et je racontais cette anecdote, tu dis formaté, mais c'est très vrai. Moi je n'ai pas eu peur d'écrire parce que je ne savais pas l'importance finalement de la littérature. Quelqu'un qui a fait des études universitaires, il est un peu prisonnier de sa peur parce qu'il se dit, ça fait 10 ans, 15 ans que j'étudie tout, et finalement il est paralysé devant cette monstruosité. C'est tellement grand la littérature. Et un jour, je suis allé dans un collège de Grenoble où on m'avait invité, et je me trouve dans 3 classes de 3e, dans un amphithéâtre. Et la professeure de français me dit, Monsieur Frény, avec mes élèves, nous avons étudié tous vos incipits. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos incipits? Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors je dis, vous avez étudié ça avec vos élèves? Et elle me dit, oui, oui. Alors je me tourne vers les élèves, je dis, vous avez aimé les incipits? Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et tous les 100 élèves qui étaient là, ah oui, on les a étudiés, on les a aimés. Alors pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un incipit, j'ai dit aux élèves, mais quel est votre préféré? Et ils m'ont tous dit, tous, ils sont tous bien. Et je ne savais pas ce que c'est. Alors les profs qui sont là, les instituts qui sont là, vous savez tous ce que c'est, qu'il y en a qui disent incipit et d'autres incipit. Bon. Mais moi, je ne savais pas. Et j'avais écrit tous ces incipits sans savoir ce que c'était. Et pourtant, je les avais écrits. Un incipit, c'est le début d'un livre. Comment on commence un livre, hein? En latin, ça veut dire, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire, mais ça vient du latin. Incipit. Et c'est le début, c'est la première phrase. C'est comment on attaque un livre. Bon, eh bien on peut écrire 100 romans sans savoir ce que c'est qu'un incipit. Moi, quand je raconte une histoire, je commence par le début. Et j'ai toujours fait comme ça, simplement. Mais je crois qu'il faut aborder l'écriture avec simplicité. Même si on ne sait pas ce que ça veut dire, aucune métaphore, aucune métonymie. Bon, j'ai appris parce que j'ai acheté quelques livres de grammaire, mais je ne savais rien. Je savais à peine ce que c'était que le présent et l'imparfait. Bon, mais depuis, j'ai lu des tonnes de livres de grammaire. Mais en plus de ça, la grammaire change. Il y a ma fille, il y a quelques années, elle me dit, papa, j'ai un devoir à faire pour demain, est-ce que tu peux me le faire? Je suis en retard. Bon, j'ai pris son truc. Il s'agissait simplement de regarder une photo et de décrire la photo. Donc j'ai regardé la photo et j'ai raconté ce que je voyais.
Et 10 jours après, elle est revenue en m'insultant à 5 heures. Elle m'a dit, j'ai eu la plus mauvaise note des tueurs écrivains. Elle me dit, j'ai eu 7 sur 20. Alors j'ai dit, c'est incroyable ça quand même. J'ai relu mon devoir. Je lui ai dit, pourtant c'est pas trop mal écrit. Elle m'a dit, oui, elle m'a dit que c'était bien écrit. Mais tu n'as rien respecté. Parce qu'il fallait d'abord dire ce qu'il y avait au premier plan, puis au second plan. Il y avait un ordre. Eh bien, voilà, un écrivain, c'est quelqu'un qui ne sait pas dans quel ordre il va écrire son livre. C'est quelqu'un qui se jette dans l'écriture. Et le principal, voilà, si vous voulez nager, jetez-vous à l'eau. Vous nagerez, sinon vous allez vous noyer. Eh bien voilà, un universitaire souvent a peur parce qu'il a tellement de diplômes, il a fait tellement d'études qu'il est terrorisé quand il pense à Balzac, à Flaubert, à Stendhal. Il est terrorisé. Moi, comme je connaissais rien, personne ne me faisait peur. En plus, je suis Marseillais, comme on dit à Marseille, on craint des gueules. Donc voilà. Jetez-vous dans l'écriture sans peur, et ça viendra tout seul. Si vous attendez toujours, il y a un type qui a débarqué chez moi il y a 3 ou 4 mois, et il me dit, voilà, je viens de prendre ma retraite, j'étais psychanalyste, analyste à Paris, et toute ma vie, j'ai eu envie d'écrire un livre. Et je me suis rendu compte que ce type avait tout lu, mais qu'il n'arrivait pas à trouver son incipit, parce qu'il avait peur. Alors on a commencé à parler avec lui de littérature. Il m'a dit, j'ai quitté Paris parce qu'à Paris, je n'arrivais pas à écrire. Et j'ai acheté une petite maison de village à Pierrerue, qui est un joli petit village à côté de Fort-Calquier. Mais il me dit, je me suis installé devant la nature, dans ma chambre, et depuis 2 mois, je n'arrive pas à écrire. Bon. Alors il me dit, hier soir, j'ai mis mon bureau dans ma cuisine, parce que c'est un peu plus humain, je vois la rue, les gens passent, il y a des odeurs de cuisine, et je n'arrive pas à écrire. Je suis venu vous voir, il me dit, pour que vous me donniez le premier mot. Je dis, c'est compliqué, parce que là, c'est votre peur, c'est pas moi qui, c'est votre peur. Vous avez tellement lu, tellement étudié l'inconscient, vous étiez analyste, que vous avez pris peur maintenant. Alors, il me dit, bon, je vais partir en voyage. Quand je reviens, je viendrai vous voir. Ce type est parti en voyage. Et 3 semaines après, il est revenu me voir, il était parti en Corse. Bon. Alors, je dis, ça y est, vous avez commencé? Il me dit, non, j'ai pas pu. Quoi que fasse cet homme, il est habité par la peur d'écrire. Son ordinateur, son stylo le terrorise. Il sait tout de la littérature. Il a lu, bien entendu, tout ce qu'il y avait dans Freud et Lacan sur la littérature, mais il a lu toute la littérature, autant que moi, que vous, et peut-être plus. Et il a peur. Et voilà, d'abord, il faut vaincre sa peur pour écrire. Et plus vous savez de choses, et plus vous avez peur. Donc, oubliez la grammaire, oubliez les grands auteurs, oubliez tout ça. Soyez complètement vierge devant un cahier vierge et commencez à écrire n'importe quoi. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît. Pour découvrir la littérature, vous avez beaucoup de chance d'avoir eu une maman comme vous avez eu. Parlez plus près du micro. Oui, je suis désolée, je vais un tout petit peu parler de moi, mais très vite. Je n'ai pas eu l'amour que vous avez eu, on ne m'a jamais raconté d'histoire. Et vers l'âge de 5-6 ans, j'ai découvert la musique, la littérature, toute seule. Voilà. Je pense quand même que vous deviez avoir des parents qui... Je pense que quand on découvre à 5-6 ans la littérature, la musique, c'est qu'on a des parents qui ont quand même une... Pas du tout. Pas du tout, justement, non, pas du tout, et je m'ennuyais beaucoup. Et c'était une fuite pour moi, mais une découverte fabuleuse. En même temps, j'étais le cheveu sur la soupe, le canard noir. Voilà. Mais grâce à ça, finalement, vous voyez, le manque d'amour, bon, il se ressent peut-être encore, mais on peut quand même devenir quelqu'un qui apprécie les belles choses. Mais l'ennui, ce que ne font plus nos jeunes aujourd'hui, l'ennui permet d'imaginer. C'est parce qu'on s'ennuie qu'on imagine. Mais c'est le grand véhicule de Giono. Toute l'œuvre de Giono naît de l'ennui. C'est un homme qui s'ennuyait, Giono. Et il s'est ennuyé durant son enfance, il s'est ennuyé à la banque, il était employé de banque. On l'envoyait dans les collines autour de Manosque prendre l'argent des paysans. Parce qu'à l'époque, les paysans planquaient, ils avaient bien raison de planquer l'argent. Parce que dès qu'il le disait lui-même, dès qu'on met l'argent à la banque te le prend. Ils te prennent 5% pour ci, 5% pour là, et finalement... Mais on envoyait Jean Giono dans les collines, parce qu'il parlait un peu le patois, comme les paysans, ils buvaient un petit verre avec eux, et puis ils repartaient avec leur pognon. C'était ça le travail de banquier. Bon, ça n'a pas changé, on a d'autres moyens aujourd'hui. Mais s'il y a des banquiers, excusez-moi, il y a des banquiers parmi vous? Vous n'allez plus oser lever le doigt maintenant. Bon, mais voilà, Giono a commencé à écrire des romans sur les bordereaux quand il était à la banque, derrière le comptoir. Il était au comptoir d'escompte, et il attendait le client, et en attendant son premier livre, il a écrit sur des bordereaux. Et il s'ennuyait. Et il dit, toute mon œuvre est née de cet ennui,
Parce que l'ennui, c'est pire que tout. Et il a écrit plusieurs romans sur le thème de l'ennui, notamment Un roi sans divertissement. Il dit un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Et il parle des paysans qui habitent autour de Manosque, sur ces plateaux qu'il connaissait bien. Il dit il y a tellement de solitude, de silence sur ces plateaux que les paysans finissent par se pendre dans leurs granges, à leurs figuiers. Les bergers finissent par se pendre. Alors il dit comment peut-on lutter contre l'ennui, contre la solitude? Un grand amour, ça peut durer 4 ou 5 ans. Bon, pendant 4 ou 5 ans, on peut observer la longue vue, la fermière qui habite de l'autre côté de la vallée, on peut penser, ça dure 5 ans le grand amour. Une grande haine, ça se transmet de génération en génération. Si vous cultivez une grande haine, si le type qui habite à 5 km de chez vous, vous l'observez pour savoir s'il ne va pas piquer 50 cm de votre talus, eh bien, ça se transmet à vos enfants et à vos petits-enfants. Et ça vous permet de vous lever la nuit, même pour observer le voisin. Et vous oubliez votre ennui. Donc, c'est ce qu'il avait trouvé, lui. L'amour et la haine pour lutter contre la solitude et l'ennui. Et tous ces romans tournent autour de ça, de l'amour et de la haine. Bon, ben c'est vrai que l'ennui, c'est un grand adversaire de l'homme. Je reviens un peu sur le processus de création littéraire. Vous dites c'est un puzzle finalement assemblé. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est le début et la fin. La première pièce du puzzle, c'est une émotion personnelle, apparemment. Mais le reste, est-ce que vous avez déjà une idée du cadre général que vous allez écrire, voir la fin, à quel moment vous sentez que c'est la fin, comment ça progresse? Est-ce que c'est vraiment le hasard? Est-ce que vous avez déjà une construction en vous? Ou vous laissez qu'il y ait vraiment un bouchon sur l'eau? Comment ça se passe? Avant de vous expliquer comment ça se passe, vous m'avez fait penser, le premier mot, vous m'avez fait penser à une blague que j'aime beaucoup, que j'ai déjà racontée, j'imagine, ici. Mais c'est moi, j'ai envie de vous raconter cette blague parce qu'on est là aussi par amitié, pour rire, il faut que ce soit une belle matinée. Et c'est un type de 40 ans qui voit ses copains avec des femmes splendides. Tous ses copains ont des femmes, et lui il est toujours seul à 40 ans. Et donc il leur demande, mais comment vous les avez abordés? Quel est le premier mot? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Donnez-moi le premier mot. Et ses copains lui disent, écoute, tu vas chez ton libraire, tu achètes un harlequin, il y a absolument tout. Et donc il va chez son libraire et il repart avec un cajot plein d'harlequins et il se met à lire. Harlequin, c'est que ça, des rencontres, des rendez-vous, voilà. Pendant un mois, il ne sort pas de chez lui, il lit tous les harlequins et puis un jour il se sent prêt. Donc il met, comme moi, sa jolie petite veste en tweed, son joli petit polo noir, et puis il va dans... à côté de chez lui, il y a un piano-bar. Il entre dans le piano-bar et il la voit, elle est là. Elle est au comptoir, d'une splendeur, d'une beauté. Tout de suite, il comprend que c'est elle. Un slow commence, il y a encore des slows dans cette boîte, et un slow commence. Il lui fait un petit signe, elle accepte de danser. Ils se mettent tous les deux sur la piste, ils dansent, et au bout d'un moment, il se penche vers son oreille et il lui dit « Je vous aime », murmura-t-il. Donc il ne faut pas se tromper de premier mot quand même. C'est une parenthèse pour dire que on n'écrit pas de la même manière La fiancée des corbeaux qu'on écrit un polar. La fiancée des corbeaux, je suis allé me baigner dans ce lac tout seul, je suis rentré chez moi, j'ai écrit. Mais comme j'étais entré dans l'eau, avec une simplicité, et ensuite je ne savais pas du tout où j'allais, puisque c'est la vie qui m'a guidé. C'est la vie qui chaque jour m'apportait un peu de lumière, un peu d'obscurité, un peu de tristesse, un peu de joie, un très beau paysage, voilà. Aidé peut-être par la structure du journal malgré tout. Les saisons. Est-ce que tu l'avais, cette structure-là, dès le départ? Non, non. J'allais garder un homme qui avait perdu la mémoire, l'écriture, c'est retrouver la mémoire. J'allais garder un homme qui m'avait tout appris, à planter des arbres, à greffer des arbres. Et cet homme, un jour, m'a appelé Lucien. J'ai été étonné, le lendemain, il m'appelait Fernand. Et je me suis rendu compte qu'il avait perdu complètement la mémoire. Et cet homme qui, pendant 95 ans, a vécu dans la forêt, a planté des arbres, a greffé, il m'a fait découvrir toutes sortes de champignons que je ne connaissais pas, etc. J'ai eu envie de parler de la mémoire de cet homme au moment où elle partait. Et donc, voilà, cet homme m'a apporté un personnage de roman, de livre. Alors que la veille, je ne le savais pas qu'il perdrait la mémoire. Ça, c'est pour vos livres relativement intimes, mais vous avez écrit d'autres choses. Les autres, justement, ceux où les romans noirs, etc. Là, est-ce que vous n'avez pas un cadre un peu plus défini, un peu
pas vous laisser porter comme ça. J'ai écrit 3 romans très noirs. Lettre à mes tueurs, On ne s'endort jamais seul, et un petit peu Où se perdent les hommes. Où se perdent les hommes a commencé dans mon atelier d'écriture en prison. Cet homme est venu dans l'atelier, il s'est inscrit, il s'est assis, et il n'a rien écrit. Il était terrorisé. Il était terrorisé parce qu'autour de la table, il y avait des assassins, des types du milieu, des braqueurs, des gens violents, des grands voyous, des parrains, des caïds. J'ai eu à peu près tous les parrains du milieu marseillais parce que quand ils savent qu'un vrai écrivain publié à Paris est là, ils viennent parce qu'ils aiment bien s'entourer. Quand il y a un footballeur qui va en prison, voilà, quand il y a un ministre, quand il y a un écrivain, les parrains, les mecs du milieu, ils aiment bien voilà, se faire des relations. C'est pour ça qu'ils sont des parrains d'ailleurs. Et donc j'ai eu tous les parrains marseillais, Francis Lebel, Jackie Imbert et tout et tout. Donc voilà qui étaient les gens autour de la table. Et puis il y avait cet homme qui ne parlait pas. Il avait tué sa femme parce qu'elle le quittait, il s'était un peu acharné sur son cou, il avait pris 18 ans de prison, mais il n'écrivait pas, il ne parlait pas. Et après 2 mois de présence, il m'a dit « J'aimerais bien que vous veniez dans ma cellule, parce qu'ici je n'ose pas parler ». J'ai demandé l'autorisation au directeur, donc jusque-là je n'avais pas l'intention d'écrire un nouveau roman. Mais je suis allé dans cette cellule, et je me suis rendu compte que cet homme vivait depuis 6 ans, sans jamais descendre dans le cours de promenade, sans jamais voir le soleil. Il vivait avec le fantôme de sa femme, qu'il peignait sur les murs. Et il mettait 2 assiettes, 2 verres, 2 couverts, il lui parlait. Il continuait à vivre avec elle, alors qu'elle l'avait quitté, alors qu'il l'avait étranglée, eh bien il continuait à vivre avec elle dans sa cellule. J'ai trouvé ça quand même un peu extraordinaire. Un homme qui vit avec le fantôme d'une femme qu'il a aimée et qu'il continue à aimer. Et donc je lui ai apporté des couleurs, il s'est mis à peindre cette femme sur les murs. Les cellules sont peintes en blanc, sont blanches, enfin elles se salissent, mais au départ elles sont blanches. Il peignait, et j'ai vu qu'il peignait un peu comme Modigliani, cette femme-là. Donc je me suis dit, mais c'est un roman cette histoire. J'ai parlé de la prison, j'ai parlé de cet homme, de sa cellule, de ce dialogue entre un homme et un fantôme, et c'est devenu un roman noir. Mais c'est la vie qui m'a apporté l'histoire. Je n'aurais pas pu inventer ça. Oui, justement, quand est-ce que vous savez que c'est la fin? Le point final. Je sais que c'est la fin quand je suis allé jusqu'au bout d'un personnage. C'est comme une histoire d'amour. Vous entrez dans un bistrot le matin, vous commandez un café, vous voyez, vous qui êtes un homme, une jolie femme un peu plus loin et tout, justement, vous vous demandez comment l'aborder. Ça, c'est la première page d'amour. C'est la première page. Si j'écris un roman d'amour, eh bien, je vais faire ça. Un homme qui rentre dans un café, qui aborde quelqu'un, qui... Une première page de roman, c'est toujours une première page d'amour. Vous entrez dans une histoire sans connaître la suite. Et le plaisir de l'écrivain, c'est d'écrire une histoire qu'il ne connaît pas. Parce que si je connaissais tout en commençant, je m'ennuierais. Je découvre les personnages en même temps que le lecteur va les découvrir. Mais, à un certain moment, c'est comme dans une histoire d'amour, vous sentez que cette belle femme que vous avez... Il y en a qui s'évadent depuis tout à l'heure, retenez-les. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on sent quand une histoire d'amour se termine, on le sent. Hein. Il y a moins de regards, moins de paroles et tout. Et je sens que je commence à me tarir, moi dans mon roman par exemple, je sens la fin. Pour commencer un roman, il faut d'abord 1 ou 2 personnages très forts, qui existent, que vous inventez, mais il faut des locomotives, des gens qui ont un caractère, ce que Genot appelle des âmes fortes, des âmes fortes. Si vous avez 1 ou 2, moi quand je rencontrais ce type en prison qui avait tué sa femme, je me suis dit, voilà quelqu'un d'insolite, de fort, une âme forte. Même s'il ne parle pas, il est vraiment étrange cet homme. J'avais un personnage, je savais que ce personnage pouvait m'amener jusqu'au bout d'un roman. Ça suffit pour commencer un roman. 1 ou 2 personnages très forts, qui vont être les locomotives. Ensuite, c'est comme un aimant. Ils vont attirer toute la poussière des personnages secondaires, des paysages. Ils vont tout tirer derrière eux. Et quand l'histoire est finie, vous le savez. Hein, quand votre femme va vous quitter, vous le savez. Avant même qu'elle le sache, vous le savez. À des petits signes. Eh bien, quand un roman se termine, vous le sentez. Vous êtes allé jusqu'au bout de vos personnages. Est-ce que parfois un personnage n'arrive pas à t'échapper? C'est-à-dire que tu le suis dans sa trace et puis finalement tu écris quelque chose de tout à fait différent. Un personnage, est-ce qu'il ne peut pas t'échapper? Je ne sais pas si je...
y a un combat entre les personnages et l'écrivain, il y a un combat parce que tu les tiens bien sûr, c'est comme si tu as un cheval entre tes jambes, mais ce cheval, il faut qu'il te résiste, il faut quand même que tu... C'est toi le maître du cheval quand tu fais un galop, quand tu fais... Et les personnages sont dans les mains d'un écrivain un peu comme un cheval. Il y a un moment où ils ont envie d'aller à droite, à gauche, de partir plus vite, et c'est à toi de maîtriser le rythme du cheval, de tes personnages. Mais parfois, c'est vrai, j'avais commencé un roman qui s'appelle Les Nuits d'Alice, et j'avais inventé un personnage qui s'appelle Lucien. Et je me suis rendu compte que Lucien, c'était moi. Au départ, c'était un personnage. Il y avait Pierrot et Lucien, deux amis, qui voient surgir dans leur grenier une jeune femme excentrique, malicieuse, un peu névrosée, enfin qui a la beauté de ses blessures. Hein, et ils tombent tous les deux très amoureux de cette même jeune femme, Les Nuits d'Alice. Et mes personnages imaginaires étaient Lucien et Pierrot. Et je me suis rendu compte au fil des pages que je me racontais moi. Donc c'est devenu un livre très très autobiographique alors que j'étais parti sur un roman. Et parfois je parle d'une anecdote qui m'est arrivée et j'invente un personnage qui n'a plus rien à voir avec moi. Donc c'est très... il y a un livre de Giono qui s'appelle Noé où il raconte le processus de la création. Il est dans son bureau, lui qui était un écrivain vraiment de l'imagination, et il dit... Dans mon bureau, j'ai vu entrer des personnages divers et variés. Il y a un tableau, et sur mon tableau, il y a des chevaux mongols. Et de ce tableau sont sortis des gendarmes, des assassins. Un jour, je les vois apparaître, et je les décris. Et c'est comme ça que l'imagination arrive. Les personnages sortent d'un mur, et on commence à raconter leur vie. Parfois, c'est notre vie qui devient romanesque, et on raconte notre vie, et parfois, on regarde un mur. Quand Giono a écrit Un roi sans divertissement, il se planquait à 15 km de Manosque dans une ferme parce que la résistance l'avait condamné à mort. Il avait eu le tort de publier une interview dans un journal nazi qui s'appelait Signal. Donc le 1er janvier 1943, une interview de Giono est parue dans ce journal nazi. Et les résistants ont dit, mais c'est monstrueux, nous on se bat contre les nazis et lui donne des interviews. Parce que Giono était un pacifiste, il ouvrait sa porte à n'importe qui, des résistants et des nazis. Il voulait écrire. Et donc, il s'est planqué dans une ferme après la guerre parce que le maquis voulait le fusiller. Et tous les soirs, il allait se promener pas loin de la ferme autour d'un arbre, et cet arbre était tellement beau que Giono se dit, je vais faire un roman sur cet arbre. Mais comment faire un roman avec un arbre? Il s'est dit, au bout de 10 minutes, je vais ennuyer tout le monde. Donc il a dit, je vais planquer des cadavres dans l'arbre, et là, ça va intéresser les gens. Parce que qui dit cadavre dit assassin, qui dit assassin dit enquêteur, qui dit enquêteur dit suspense. Il a réinventé le roman policier, à partir de la beauté d'un arbre. Voilà, quand on commence un roman, lui c'était un arbre et un cadavre. On peut commencer par n'importe quoi. Mais le tout, c'est d'avoir au départ une idée forte ou un personnage très fort qui a du caractère et qui va vous amener jusqu'au bout. Oui, à vous entendre, vous m'avez envie de relire Giono, qui était un auteur pour moi de la nuit mortelle. Je vais essayer de lire Giono. Mais lorsque je suis arrivé ici ce matin, j'avais fini Tu tomberas avec la nuit et je me suis posé une question, j'avais une inquiétude même par rapport à Marie, vous en avez parlé. Et c'est vrai que je me suis dit, cette petite, avec ce qu'elle a vécu, elle doit être traumatisée. Bon, vous m'avez fait comprendre que ça avait l'air d'aller mieux. Mais peut-être faut-il préciser une chose. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes battu dans un bar et qu'à partir de là, vous avez fait appel à des amis que vous aviez rencontrés dans vos cercles d'écriture. Mais peut-être faut-il raconter pourquoi vous êtes battu dans ce bar. À mon avis, c'est là que tout commence, parce que je ressens votre implication dans ce livre, parce que vous avez un parti pris de père par rapport à votre fille. Et je crois qu'il faudrait peut-être préciser ça. Pourquoi vous en êtes arrivé là et faire appel à ce délinquant qui est devenu votre ami parce qu'il vous avait rendu service à ce moment-là. Je crois que ça serait utile, ça, pour comprendre les choses. Oui, j'ai pas osé raconter toute l'histoire parce qu'elle était un peu longue et puis oui, j'ai pas osé, mais c'est important, c'est important. La motivation. Oui, pourquoi un homme comme moi qui est plutôt gentil va se battre à 9h du matin dans un bar, c'est plutôt bizarre. Et
Mais ma vie, c'est vrai qu'elle a souvent ressemblé à un roman, peut-être parce que je cherche ce qui est romanesque, sinon je n'irai plus en prison. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est qu'une jeune femme de 20 et quelques années est venue chez moi à Manosque un jour, m'a dit: mon copain est en prison, est-ce que vous pourriez m'accompagner à la prison de Luynes, parce que je n'ai pas de voiture, j'en ai marre de prendre le car. Cette femme, tout Manosque la connaissait, c'est une excitée, très agressive, enfin on appelle ça un peu une hystérique, quoi. Elle a peut-être ses raisons, chacun. Enfin, c'est une famille très violente. Je n'ai pas osé dire non, et pendant 6 mois, je l'ai amenée à la prison de Luynes. Et comme moi, je restais 3 heures dans la prison pour animer mes ateliers d'écriture, je lui laissais les clés de ma voiture pour qu'elle s'abrite du froid. Et je me suis rendu compte que ma voiture avait bougé de place à plusieurs reprises. Je me suis dit, elle se balade un peu sur le parking. Bon, c'est pas très grave. Elle fait un petit tour de voiture. Et quand même, j'ai regardé le kilométrage, le compteur, et quand je suis sorti un soir, j'ai vu qu'elle avait fait 43 km. Donc je me suis dit, elle est allée à Aix ou à Marseille par l'autoroute, elle s'est baladée, Luynes, c'est au milieu. Et je lui ai dit, tu as fait 43 km, sans permis. Je te laisse la voiture, je t'amène ici, mais là quand même, tu exagères. Et elle m'a dit, je ne vais pas toucher ta caisse pourrie. Bon, c'est une famille un peu plus qu'agressive. Voilà ce qu'elle m'a dit, je ne vais pas toucher ta caisse pourrie. Moi je dis, mais puisqu'elle est pourrie, tu prendras le car. Et à partir de là, ma vie a basculé dans cet enfer que je raconte dans ce livre. Toute sa famille, ses frères, m'ont traité d'enculé. Employons les mots. Hein. On est là entre gens qui aiment les mots, donc il faut employer les mots. Voilà, ils m'ont traité d'enculé devant ma fille et tout et tout. Et j'ai vécu un calvaire. Et un soir, je suis arrivé à la maternelle, ma fille pleurait, elle était en grande maternelle, elle avait 5 ans, elle pleurait, elle avait été battue par les enfants de cette famille. Donc je suis rentré vraiment dans un enfer incroyable. Ma fille ne voulait plus retourner à l'école. Je l'ai inscrite dans une école privée. Parce qu'elle ne voulait plus aller à l'école du quartier. Et on a continué à nous insulter sur le trottoir, dans la rue. Ma fille ne voulait plus descendre jouer sur la place où elle avait grandi. Parce qu'elle avait peur de ses enfants. Qui étaient d'une méchanceté terrible. Et ça a duré 1 an ou 2. Dans ce climat épouvantable. Je faisais des cauchemars la nuit. Parce que moi qui ne suis pas très agressif, je ne savais pas comment m'en sortir. Ils étaient 5 ou 6 frères, tous méchants. Le frère aîné avait assassiné quelqu'un. Il était parti se cacher ailleurs. Donc des gens violents. Et bon, quand j'étais jeune, j'ai grandi à Marseille. J'avais fait quand même 2 ans de boxe et un peu d'aïkido parce que je n'étais pas le plus costaud de ma bande dans mon quartier. Il faut compenser. À Marseille, c'est incontournable. Si tu te bats pas très vite, tu passes pour quelqu'un d'un peu efféminé et tu es obligé de te... J'avais fait 2 ans de boxe et 4 ans d'aïkido. Et un matin, je bois mon café, donc on en arrive, je bois mon café dans ce bar, le Cigaloun à Manosque, et j'ai vu arriver un des frères et la sœur. Et le frère, devant tout le monde, il y avait une trentaine de lycéens qui attendaient pour entrer au lycée à 9h, et le frère m'a lancé dessus un papier gras, il était en train de manger une pizza, et il a dit à sa sœur, regarde-moi cette salope. Il m'a traité de salope devant tout le monde parce que je ne réagissais pas à leurs insultes. Et je me suis dit, bon, il vaut mieux prendre une grosse tête que d'être ridicule, quoi. Et je suis rentré dans le bar où j'étais en train d'acheter un paquet de cigarettes, j'ai attrapé le frère par le bras, et sans attendre, je lui ai collé ce qu'on appelle un crochet, quand on faisait la boxe, un crochet, voilà, c'est toute la puissance du buste, et je lui ai cassé 2 molaires, et il est tombé par terre, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Et voilà, j'ai pas attendu qu'il se relève, et ça a été comme un western, on s'est battu comme des chiffonniers. Je lui ai cassé 3 côtes et 2 molaires, il est allé aux urgences, mais à partir de là, ils m'ont condamné à mort. Ils m'ont dit, tu peux quitter la ville, on te coupe la gorge. Et j'ai fait appel à ce truand du grand banditisme. En 30 secondes, lui, il a calmé le jeu. Je l'ai appelé au téléphone. 20 minutes après, j'ai entendu ronfler sa 1100 Honda. Il était là, je suis descendu. Il a vu que j'étais décomposé, que je tremblais, parce que c'était les nerfs. Hein. Quand tu te bats comme ça, à mon âge, une cinquantaine d'années, avec un jeune, à 9h du matin, tu trembles pendant des jours. Hein, parce que c'est énorme ce qui t'arrive. C'était pas la peur, c'était les nerfs. Je vibrais comme une feuille. Et donc, il a vu mon état, il m'a dit, il faut y aller tout de suite. Comme ces mecs-là, ils ont l'instinct du loup, ils savent très vite ce qui se passe. Hein. Et il ne m'a pas demandé de lui raconter l'histoire, il m'a dit, on y va de suite. Et je lui ai dit, oui, bon, ils sont 5 ou 6, on n'est que 2. Il a eu cette réplique, il m'a dit, on est un de trop. Bon, quand j'ai vu qu'on y est allés tous les 2, il a cassé la porte à coups de pied, il a terrorisé tout le monde. Bon, il avait sur lui quelque chose que je n'avais pas, moi j'ai un stylo. Mais bon, voilà.
Et c'est pour ça qu'un mois après, j'ai ouvert ce restaurant avec ce type pour le remercier, parce que ma fille ressortait dans la rue. Ce type m'a rendu service. C'est un type qui a fait des années, il a fait 20 ans de prison, il vient de ressortir de prison il y a un mois. Bon, il avait tué 2 personnes qui veulent lui prendre ses machines à sous, donc il est craint. C'est un type qui est dans le milieu, qui a beaucoup de machines à sous, qui a fait des braquages, qui a bon, c'est sa vie, chacun sa vie. Mais en tout cas, il m'a aidé à ce moment-là à sortir d'une ornière où je m'embourbais de jour en jour. Il m'a apporté un roman aussi, puisque j'ai raconté le livre. Et il m'a amené ce juge aussi, puisque ce juge est venu m'arrêter parce que j'avais ouvert un restaurant avec lui. Mais comme le juge ne savait pas pourquoi j'avais ouvert ce... Il pouvait avoir, bien sûr. J'ai raconté ça, cette histoire que je vous raconte, je l'ai racontée avec des menottes à l'évêché à Marseille. J'ai dit, j'ai ouvert ce restaurant parce que ce type, si j'étais allé à la police, il m'aurait peut-être égorgé, ces mecs. Parce qu'en plus, je passais pour une balance. Là, je leur ai envoyé quelqu'un qui, lui, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, s'il manque un cheveu sur la tête de René, moi je ne fais pas d'enquête. Vous passez tous au canal, du plus grand au plus petit. Et ça suffit. Le canal. Voilà. Bon, dans chaque métier, il faut les mots qu'il faut. C'est pour ça que j'aime bien la phrase que tu avais dite un jour, les truands ont des, comment t'avais dit, les truands ont des revolvers et moi j'ai mon stylo. Et donc, mais quand même avec ton stylo, tu as fait tomber un juge. Mais je leur dis, si je viens vous voir en prison, c'est qu'un stylo, c'est beaucoup plus efficace qu'un calibre. Apprenez à parler, apprenez à vous défendre. Regardez qui sont les hommes politiques aujourd'hui. Ce sont ceux qui manient le langage, qui savent s'exprimer. Ils n'ont pas de calibre, mais ça fait beaucoup plus mal. Ils se font tomber les uns avec les autres, ils sont avec des mots. Ils ont le pouvoir parce qu'ils ont les mots. Apprenez à vous exprimer. Vous n'aurez pas à passer 20 ans en prison. Apprenez les mots, la parole. J'ai commencé par dire, la seule chose que le diable craint, c'est la parole. Et c'est vrai. Donc moi je n'ai pas de calibre, eux ont des calibres, je leur dis si vous aviez eu des stylos, vous n'en seriez pas là. Parce que vous seriez devenu un style, professeur, avocat, peut-être ministre. Si vous êtes ici, c'est que vous n'aviez pas les mots. Donc vous avez attaqué n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Si vous aviez été plus malin, plus intelligent, plus construit, vous auriez évité. Parce qu'il y en a des truands là-haut dans les ministères, ils ne viendront jamais en prison. Ils ont les mots, ils ont les relations, ils ont des carnets avec des noms. Voilà. Oui, à vous écouter, vous avez une autre idée du rôle de l'écriture finalement, dans la société. Alors est-ce que, je ne sais pas comment exprimer ça, j'ai peur de vous blesser, est-ce que vous avez, vous lisez aussi les grands écrivains, est-ce que vous avez une envie d'être universel, de voir votre écriture reconnue à haut niveau, etc. Enfin, on commence à voir déjà un peu, mais plus que ça, vous parlez de Giono, vous voulez passer à la postérité. Est-ce que vous avez cette idée ou cette ambition, ou est-ce que vous en fichez très franchement? Très franchement, pour moi, la plus belle des choses, j'ai été renvoyé de plusieurs collèges et lycées, je vous l'ai dit, je me suis arrêté chaque année, j'étais renvoyé parce que je n'y allais jamais. Donc, être aujourd'hui reçu dans des collèges, dans des lycées, dans des bibliothèques comme ici, animer des ateliers d'écriture, alors que je n'ai pas le BEPC, pour moi c'est le plus grand, c'est une revanche sur la vie. Qu'on vienne me faire parler de littérature alors que je ne suis même pas professeur, c'est un bonheur extraordinaire. C'est un bonheur énorme. En plus, bon, je vis de ça depuis une vingtaine, modestement, mais ça permet à ma fille de faire quelques études, ça me permet de remplir mon frigo, d'avoir une voiture qui roule à peu près et tout. Mais pour moi, c'est énorme ça. Être reconnu en tant qu'écrivain, parler d'un métier que j'adore, pouvoir vieillir peut-être en faisant ce métier, voilà. Après ma mort, je n'y pense pas. Je suis terrorisé par ma mort, comme certains d'entre vous peut-être, mais toutes les nuits, je me réveille à 4h du matin en pensant que je vais mourir et j'ai très peur. Mais depuis toute ma vie, je me suis réveillé à 4h du matin, bon, mais je vais pisser un coup, ça me calme et je me recouche, mais malgré tout, j'ai très peur. Et ce qui me rend vivant, c'est le matin d'ouvrir un livre, de voyager dans ma tête, c'est un métier extraordinaire. Donc la postérité, mais alors je m'en fous éperdument, parce que je sais très bien que dans quelques décennies, nous serons tous oubliés. Nos enfants ne seront plus là, nos petits-enfants ne seront plus là, peut-être que les planètes seront un magma de gaz autour de nous, que plus rien n'existera. Non, alors ma postérité, je n'y pense pas. J'aimerais vivre encore 1000 ans, 2000 ans, parce que j'ai été heureux sur Terre, moi. Je me régale tous les jours. Donc,
continuer à vivre le plus longtemps possible sans me dire putain j'ai ma prostate qui m'emmerde. Oui, oui, voilà, c'est tout ce que je demande, moi. Vivre longtemps, heureux, venir voir ma fille, elle habitait dans un petit restaurant. Ce soir, cet après-midi, on va aller se promener, je vais aller au cinéma avec ma fille. Ce soir, Mais pour moi, c'est ça le vrai bonheur. On parlait de Giono tout à l'heure, il disait le bonheur est dans les petites vallées. Il est pas. On m'a offert il y a 15 ans une place de journaliste à Libération. J'ai hésité. Libération, c'est un bon journal, à Paris, une place de journaliste. J'ai fini par refuser parce que le bonheur est dans les petites vallées. Voilà. Moi, je ne veux pas être célèbre. Si j'ai 10 000 lecteurs qui me permettent de vivre, mais ça me suffit. J'ai une vie extraordinaire aujourd'hui. Je suis libre. Je raconte très volontiers la fable de La Fontaine, le loup et le chien, parce qu'elle dit tout, cette... Hein, vous la connaissez? Non? Les jeunes ne la connaissent pas. Il est toujours d'actualité. C'est un loup très maigre, qui rencontre un chien. Le chien est gras, il est beau, il a un beau poil lustré. Et au moment de l'affronter, parce que le loup affronte tout ce qui vient de la ville, au moment de l'affronter, le loup évalue le rapport de force et se rend compte que le chien est beaucoup plus costaud que lui, parce qu'il est bien nourri. Et donc, il lui dit bonjour, ils font quelques pas tous les deux. Et le chien lui dit, mais tu es bien maigre, d'où tu sors? De la forêt. Et toi, d'où tu sors? Moi, je vis au château, j'ai 3 repas par jour, je suis chauffé l'hiver, t'entends, on me caresse un peu la tête, tu devrais venir au château. Il est un peu tenté, le loup. Il dit, mais que me faudra-t-il faire? Oh, rien, quand tu as un vagabond, tu écartes le vagabond, tu cries, et puis c'est tout. Et tu auras tes 3 repas chauds. Et le loup est tenté. Mais chemin faisant, il voit le cou du chien. Il voit que le cou du chien est pelé. Et il dit, mais qu'est-ce que tu as là au cou? Oh, c'est rien. Oh, d'accord, mais qu'est-ce que tu as au cou? C'est le collier, c'est la chaîne. Tu es enchaîné. Et le loup part en courant et court encore. Parce qu'il a choisi la liberté. Il est maigre, mais il est libre. Moi, j'ai toujours été maigre, mais libre. Voilà, donc je préfère vivre comme un loup qui écrit que comme un chien qui garde. Merci René. Peut-être une dernière question? Oui, je voulais poser une dernière question. Lorsque vous avez terminé un ouvrage, est-ce qu'il n'y a pas l'angoisse de la future page blanche ou de l'autre produit, de l'autre œuvre que vous allez créer? Comment ça se passe à ce niveau-là? Bon, vous avez posé le mot fin, et après, comment aborder la suite? Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas vivre sans amour. Mon amour pour l'écriture, quand je suis dans un roman, j'y suis tellement immergé que même quand je vous parle, je suis avec le roman que j'écris. Donc quand on est dans un roman, on y est entièrement. Je dirais presque qu'en faisant l'amour, je pense à la page que je vais écrire. Hein. On est tellement dans l'écriture qu'on est... Et puis quand on a fini, eh bien, c'est comme après une histoire d'amour, on est seul, on est vide, et on a très peur que l'amour ne revienne pas, que l'inspiration ne revienne. Entre 2 histoires d'amour, vous êtes souvent très seul. Et moi, j'ai cette inquiétude entre 2 romans, que l'inspiration ne revienne pas, que je ne puisse pas continuer ce métier que j'adore, parce que ce n'est pas un métier qu'on fait comme n'importe quel métier. Si vous n'êtes pas inspiré, vous ne pouvez pas écrire. Ce n'est pas un métier répétitif, administratif, c'est vraiment, il faut si... moi, j'écris la nuit en dormant, sous mes paupières, je trace des mots. Donc j'ai toujours cette inquiétude, il y a toujours quelques mois entre 2 livres où je me dis c'est fini, je n'ai plus, les mots ne sont plus là, je n'ai plus d'inspiration, et là je suis très inquiet, parce que mon cahier me fait peur, mon stylo, tout me fait peur, tout ce qui me rappelle à l'écriture me fait peur. Donc j'évite de m'approcher de mon bureau, je suis terrorisé en voyant mon bureau, parce qu'il y a un cahier sur ce bureau qui reste blanc, qui n'a pas bougé. La poussière, je vois qu'il y a de la poussière sur mon bureau, et j'ai peur. Et puis un jour ça revient. C'est comme l'histoire d'amour qui recommence, ailleurs. J'ai pas lu vos romans, donc je les découvre avec plaisir avec vous. Parlez près du micro. Ah, pardon. Et je me demandais en fait, vous disiez que vous aviez peur de la mort et que, comme tout écrivain, je pense qu'à un moment on s'interroge sur le sens de la vie, le sens des choses et peut-être la figure de Dieu, de la spiritualité. On n'en a pas parlé, voilà, je voulais juste connaître votre point de vue ou vos analyses là-dessus.
Oui, il y a des écrivains comme Dostoïevski qui disaient « Moi, entre Dieu et la vérité, je préfère Dieu ». Bon, il avait besoin de Dieu. Et toute sa vie, toute son œuvre est là. Il s'est même débrouillé d'aller en prison comme un purgatoire, comme une rédemption. Il a fait 5 ans de prison alors qu'il n'avait rien fait pour pouvoir ensuite écrire. C'était ça son purgatoire. Donc on l'a envoyé parmi les monstres alors que lui-même était innocent, mais pour souffrir. Il avait ce christianisme en lui, ce besoin de Dieu. Moi, je n'ai jamais eu ce besoin de souffrance, de flagellation, ni même ce besoin de Dieu. Je pense que j'ai toujours eu besoin de la présence de ma mère, vivante ou morte. Voilà. Et quand je pense à ma mère, elle est là. Quand j'ai un problème avec la vie, quand j'ai un problème avec la société, quand j'ai un problème avec la mort, je dis à ma mère, maman, qu'est-ce que je dois faire? Et elle me répond. Et je pense que ça, quand on a été aimé par ses parents, c'est pour ça que je reviens aux parents, c'est essentiel. Moi, je n'ai pas tellement besoin de Dieu, de Jésus ou du Nouveau Testament. J'ai une mère qui continue à vivre dans mon cœur. Quand je ne sais pas répondre à une question, je lui demande. Et elle me répond. Et ça, c'est une force énorme. Parce que même si elle est partie ailleurs, elle a pris la dimension de l'univers, elle est partout. Elle est dans les abeilles, dans les fleurs, dans l'air que je respire, dans le vent. Elle est partout. Elle n'est pas au cimetière. Et donc, elle m'accompagne partout. C'est peut-être ça qu'on appelle Dieu. C'est quelqu'un qui vous a aimé énormément et qui vous protège toujours, même quand il est parti. Donc, je n'ai pas tellement besoin de Dieu, j'ai ma mère toujours. Merci René, c'était vraiment un plaisir, comme très intense. Je vous propose, pour ceux qui le désirent, d'échanger peut-être avec René, et pour ceux qui souhaitent faire dédicacer un livre, vous avez plusieurs titres qui vous attendent sur la table, qu'on va peut-être déplacer d'ailleurs. Voilà, je vous remercie encore d'être venu aujourd'hui, de nous encourager par votre présence, et puis je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci d'être venu, merci. Passez un très bel hiver.